Exactement. Pour moi, c'était, putain, si je suis dans les 1000 premiers français, c'est exceptionnel, quoi. L'école, ça va pas, j'ai avertissement de travail, avertissement de comportement. À un moment, il y avait ce débat, ils ont interdit Félix de jouer au ping, quoi. À ce moment-là, dans ta tête, tu te dis, t'as quoi comme plan de secours si jamais le ping ça marche pas? Quand on me disait de panier de balles, nous on avait des petits fonds de balles, là, ils ont des sauts de balles et tout. Et l'entraîneur chinois, il va voir mon entraîneur et il me demande si je suis pas un joueur paralympique, quoi. Combien il pourrait avoir de joueurs chinois qui pourraient jouer top 100 mondial? Donc je rentre chez moi, j'appelle mon père et j'ai le téléphone au sol. Moi je suis au sol, je pleure toutes mes larmes, je pleure tout. C'était un peu fade, quoi, il manquait un truc dans le ping. C'est le match de ma vie, clairement, c'est quart finale championnat du monde, t'en joues un dans ta vie peut-être. Salut, c'est Florian Bourrasso, le Bourracho, je vais vous raconter mon histoire. Top. Bah, merci Florian. Ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui sur la chaîne. Ça fait un moment qu'on essaye de faire cette interview. Et avec le calendrier, c'était pas facile. Ouais. Donc trop content de t'avoir aujourd'hui. Merci, moi aussi. Comment ça va? T'étais en stage à l'INSEP, c'est ça? Oui, c'est ça, je reviens d'un gros stage à Nantes avec l'équipe de France pour la prépa des championnats du monde par équipe. Et j'ai enchaîné avec une semaine d'entraînement à l'INSEP où je rejoins les joueurs qui s'entraînent là-bas et je fais partie du groupe d'entraînement pour la semaine. Donc là, je suis dans une grosse période de prépa pour les prochaines échéances. Ouais, tu as fait des tournois. On s'est vu aussi la semaine dernière à Herblay. Tu as fait Courbevoie aussi. Ça va, ça s'est bien passé dans l'ensemble? Oui, ça va. Je m'incline 2 fois en finale, mais bon, Ouais. j'étais là, j'ai pris du plaisir. C'était de mettre une petite parenthèse dans la prépa. Forcément, j'adore faire des tournois. D'habitude, j'aime bien repartir avec le trophée. Là, ça s'est pas fait. Ouais. Mais bon, j'ai pris le plaisir, j'ai rencontré plein de gens, etc. Moi, je l'ai fait pour ça. Et là, après, j'ai pu repartir à l'entraînement à fond. C'est quelque chose qui m'a fait du bien. Quand cette vidéo sortira, les championnats du monde seront déjà passés. Est-ce que tu les sens gonflés, j'imagine, à bloc, mais tu sens qu'ils peuvent faire quelque chose sur ces championnats du monde? Forcément, oui. Là, voilà, quand on voit l'équipe de France, comment elle est aujourd'hui, elle a jamais été aussi forte, hein. Quand je parle de l'équipe, je parle des 5 meilleurs joueurs. La Chine est un peu douteuse, hein. Elle n'est pas sûre de gagner à 100%, mais ça reste la Chine. Il y a le Japon qui est pas mal derrière, mais en tout cas, la France a ses chances. On l'a vu à la prépa, ils ont vraiment mis un vrai focus, une vraie intensité dans le stage et ils se sont commencés à se conditionner. Voilà, on peut gagner, mais comment on va faire maintenant pour gagner? Mais bien sûr, tu peux perdre en huitième de finale, en quart de finale. Ouais. Mais en tout cas, voilà, ils en sont conscients que c'est une belle opportunité. Après, voilà, encore une fois, il faut la saisir. Il faut quand même que tout s'aligne. Mais en tout cas, ils se sont préparés à folie. Là, je les vois déjà à Londres, comment ils sont. Ils ont l'air au top. Demain, c'est leur premier match. Donc, j'ai hâte de voir ça. Mais la compète est longue. Donc, il va falloir gérer tout ça. Mais ouais, j'espère qu'on va pouvoir célébrer quelque chose. Ouais. Ok. L'idée de ce podcast, c'est de refaire un peu le parcours de nos invités. Juste avant de commencer ton parcours, aujourd'hui c'est le 1er mai, donc c'est la fête du travail. Et je me demandais, est-ce que toi, en dehors du ping, tu as eu l'occasion de travailler, de faire d'autres tafs? Et non. Non? Non, j'ai juste un moment, après mon bac, je suis allé en STAPS, etc. Mais direct, je me suis mis dans le ping. C'est la chance que j'ai eue de ne pas avoir eu besoin d'aller travailler au McDo ou quelque chose à côté. Parce que direct, j'ai pu avoir un tout petit peu d'argent où j'ai pu un peu payer le loyer, un peu à manger, etc. Donc du coup, j'ai pas eu besoin de faire ça. Mais du coup, non, j'ai toujours fait du ping. Et comme je t'ai dit aujourd'hui, je savais à peine qu'on était le 1er mai parce que pour moi, nous, il n'y a pas de jour férié. En fait, toute l'année, elle est en continu. Pas parce que c'est jour férié qu'on ne va pas s'entraîner. Donc tu vois, je me suis entraîné ce matin, juste après, un peu plus tranquille. Mais je perds la notion des jours un peu. Ouais, j'imagine. Ouais. Mais c'est quelque chose que tu aurais aimé ou pas? Connaître un peu ces petits tafs étudiants, ou au contraire, tu te dis c'est une chance d'avoir évité tout ça? Parce que forcément, de par ton parcours, tu n'as pas la même vie que tous les jeunes de ton âge. Ouais, bien sûr, non, j'en suis conscient, j'ai quand même une vie atypique, même si toutes les vies sont atypiques, hein. Mais oui, ça aurait pu être un petit kiff de découvrir un autre travail, etc. Mais je pense que je le découvrirai peut-être plus tard. Moi, justement, je ne me ferme pas à ça. Alors d'aujourd'hui, je sais que c'est maintenant que je dois être à fond dans ma carrière et dans mon ping. Et bien sûr qu'après, c'est là que peut-être je vais essayer autre chose et faire un autre boulot ou pas. Mais à l'heure d'aujourd'hui, non, pour l'instant, je ne regrette pas. Mais dans une autre vie, oui, Ouais. mais voilà quoi. Ok. Moi, je t'ai connu il y a
peut-être une dizaine d'années, ce que je te disais dans la voiture, de par tes vidéos sur YouTube. Est-ce que tu peux donner un peu le contexte de la création de cette chaîne il y a une dizaine d'années au final? Ouais, bah alors pour vraiment revenir dans le contexte, c'était mon grand-père qui filmait tout, que ce soit les repas de famille, même mes compètes de ping. Donc il était vraiment dans les tribunes et il filmait avec sa caméra un peu à l'arrache. Mais les premières vidéos sont vraiment venues comme ça, où on gardait entre nous et des fois on le ressortait à des repas de famille. Et après, bah, j'ai une caméra à Noël et où après je commençais à filmer mes matchs. C'était un peu ce qu'il demandait à Nantes, au Pôle France, de filmer ses matchs, les regarder. Et en fait, je filmais mes matchs et après, bah, avec mon père, on regardait les matchs ensemble. Et après, on les postait, il postait sur les réseaux, donc surtout sur YouTube. Les premières vidéos, c'est venu comme ça, sans prise de tête, sans montage, sans rien, du ping pur et dur. Et c'est monté comme ça, petit à petit. Mes premières vidéos, c'est pareil, je devais être 300 Français, quoi. Et c'est monté, j'ai commencé un peu à me faire connaître. Il y a eu les haters et les bons. Déjà à cette époque? Ouais, bah, surtout à cette époque. Ouais. Surtout à cette époque parce que bah, je suis encore personne, je suis juste, voilà, comme je te dis, je suis 200-300 Français. J'étais assez, je montrais quelque chose, quoi, je m'encourageais beaucoup. Des fois même je pouvais me plaindre, etc. Je criais fort et c'était pas encore trop démocratisé hein, aussi à cette époque le ping. Hein. Ouais. Et bah, forcément, bah, toutes les remarques, mais pour qui il se prend, etc. Parce que bah, oui, j'avais cette envie de gagner et bah, j'étais encore un ado, hein, mais je leur transcendais comme ça. Et c'est vrai qu'à un moment ça m'a affecté. Mais voilà, petit à petit, je suis passé à côté de ça et je me suis concentré sur moi-même. Après, à partir du moment où je me suis dit on ne peut pas plaire à tout le monde, en fait, direct, j'ai réussi à avancer. Puis après, quelques années après, où ma chaîne, mon père a continué, à un moment, il a arrêté. Et j'ai repris la chaîne en commençant à faire des vlogs, en essayant de montrer des insides, etc. Donc voilà un peu comment ma chaîne s'est développée. Ok, et c'est quelque chose que tu veux entretenir avec le temps? Tu as envie de continuer un peu à faire des vidéos ou tu sens que c'est compliqué d'allier les deux? Bah, effectivement, c'est compliqué, ça demande du temps, c'est du travail, etc. Et forcément, j'aimerais avoir une caméra ici et tout montrer les insides, mais forcément, c'est pas quelque chose de naturel, même si je suis plutôt à l'aise, je pense, devant la caméra. Mais c'est pas où je suis archi à l'aise de tout le temps sortir la caméra, filmer. Si je pouvais le faire tout le temps, je le ferais. Et comme je t'ai dit, si je pouvais avoir quelqu'un qui me suivait H24 et filmer, ce serait dingue. Mais ouais, j'espère quand j'aurai plus de temps, faire encore plus de contenu. Même si je sais que c'est à l'heure d'aujourd'hui que le contenu le plus intéressant, il est là, hein, dans les insights. Donc, je suis un peu l'entre-deux, donc je le fais sans prise de tête. Moi, je ne veux surtout pas que ça me prenne la tête et que ça affecte mes performances. Ouais. C'est le plus important. Parce que tu le disais un peu dans la voiture, mais toi aussi, tu es un gros consommateur de YouTube. Là, on parlait un peu des chaînes qui existent et tout. Tu connais toutes les chaînes quasiment sur YouTube. Ouais, tout. Je regarde tout, en fait. Même des fois, je me retrouve à regarder des matchs régionales, etc. En fait, il y a du ping et au début, j'étais dans ce truc, bon, peut-être je peux apprendre un peu de partout. Maintenant, un peu moins, effectivement. Mais en fait, tout est bon à prendre. Des fois, c'est du divertissement. Des fois, je vais regarder, ça va pas me plaire, tant pis. Mais au moins, ouais, j'ai un peu de la notion sur tout, au moins dans le ping, quoi. Et je kiffe. Ouais. Je suis un passionné de ping, donc tenez-moi du ping, quoi. Ouais. Et du coup, tu sais ce qui se passe un peu sur YouTube en ce moment. Tu regardes quelle chaîne? Est-ce que tu as des chaînes que tu aimes bien? Je sais que tu disais que tu regardais un peu les interviews. Est-ce que tu as d'autres chaînes Évidemment, Beast Mode On, ouais. Évidemment. Ping Talkie, c'est pas mal. Ouais. Il y a Loïc Sport. Vraiment, je trouve en plus, il arrive dans un nouveau truc. Lui, il l'a fait tout seul, etc. Et puis, j'ai eu la chance de le rencontrer. Ah bon? Avant qu'il fasse son reveal? Avant, oui. Okay. Avant. Justement, il est venu se présenter. Je me suis dit, tu ne peux pas savoir à quoi je ressemble. Et il a la même voix. C'est ça qui m'a marqué, qu'il a la même voix, ça m'a choqué. Non, il y a les frères Quiros qui ont une chaîne, qui font pas mal de tournois, etc. Après, il y a plein de petites chaînes de clubs qui me posent des matchs, etc. Après, là, comme ça, qu'est-ce que je regarde d'autre? Wang Yiping. Wangui, Wang Yiping aussi, avec ses défis. Je lui avais donné 2-3 défis un peu fous, mais c'est ce qu'on veut. Ça lui va bien. Ouais, ça lui va très bien. Et forcément, il y avait Enzo Anglès, et Ibadio qui ont fait leurs vidéos aussi à l'époque. Ouais, j'ai quand même Monkey Pong aussi, forcément. Et Monkey Pong, évidemment. J'allais les oublier, limite, c'est avec eux. Forcément, c'est de la région, je les connais depuis longtemps. On a fait le premier épisode en plus ensemble. Et puis ouais, super boulot. Et puis avec eux, avec Julien, on a fait mon gros documentaire, donc en plus, c'était génial. Je t'avoue que je l'ai regardé 2 fois la vidéo, parce que pour préparer cette interview, j'ai un peu fouiné un peu partout, et la vidéo elle est top. Pour revenir sur ton parcours,
les championnats du monde, tout ça. Trop bien, c'est un bête de souvenirs. Ah, c'est comme je t'ai dit, moi, les vidéos, c'est vraiment ce côté souvenir. Et puis voilà, dans 5-10 ans, les regarder sur YouTube, je pense que ça ne s'effacera jamais. Donc ouais, histoire d'immortaliser la médaille, parce que c'est quand même quelque chose d'historique et s'en rendre compte que c'est quelque chose d'historique. Parce que même moi, en vivant dans le présent, des fois, tu te dis, bon, c'est une médaille, mais non, c'est pas juste une médaille, quoi. Bien sûr. Bon, on y reviendra sur cet épisode-là. Donc, pour vraiment commencer sur tes débuts, toi, tu viens de Chanoz-Châtenay, dans l'Ain. Tu es issu d'une famille de 3 enfants. Ouais. Donc, toi, tu es L'aîné. L'aîné. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel contexte tu as commencé le ping-pong? Ouais, j'ai commencé, en fait, tout simplement, mon père faisait du ping. Voilà, au mieux, il était donc les classements, c'est 17, quoi. Au mieux, il était 17. Donc, joueur de régional, etc. Ça jouait le samedi. Ma mère bossait les samedis. Donc, du coup, mon père, il nous embarquait tout le monde, au match. Et puis, à un moment, tu regardes. Puis, à un moment, je commence à avoir l'âge de pouvoir prendre une raquette dans la main, etc. Donc, je commence à essayer. Avec mon frère, on essayait de jouer. Jusqu'à peut-être 7 ans, je prends ma première licence dans mon club, donc le club Mésaria, qui est à 7 minutes de mon village. Donc, ça a commencé comme ça. Et est-ce que le fait d'avoir ton père qui jouait déjà au ping, ça crée une relation particulière avec lui? Parce que moi, j'ai pas des parents pongistes, pour le coup, ils ont quasiment jamais mis les pieds dans une salle de ping. Est-ce que ça change quelque chose dans ta relation avec ton père? Ouais, ça a beaucoup. Je sais pas si ça a beaucoup changé, mais ça s'est fait comme ça où forcément le sujet principal a été le ping, ou jusqu'au moment où c'est lui qui me coachait, qui me donnait des conseils, ou après il a dit non, c'est bon, je laisse la place aux entraîneurs. Mais du coup, même voilà, dans mes choix, évidemment, même s'ils ne sont pas forcément à jour, mais dans mes choix de club, mes choix d'entraînement, je consulte mes parents, mais surtout quand même mon père qui a un peu plus de notions, parce qu'il est quand même à jour dans ce qui se passe dans le ping. Donc évidemment, ça a créé une relation axée quand même sur le ping, où voilà, on a cette relation entre nous deux. C'est unique, quoi, un père, un fils qui pratique la même passion, quoi. Donc je pense que ça a joué, ouais. Ça a joué, ouais. Il continue de suivre d'une manière générale le ping, et toi, ta carrière aussi à fond? Ouais, tout le temps. Tout le temps, voilà, maintenant, toujours il va me donner un peu son avis, ce qu'il pense. Après, voilà, c'est moi tout le temps qui décide avec mon staff. C'est plus ou moins comme si, voilà, c'est la famille, mais son avis reste quand même important. Voilà, même forcément ma mère aussi et mes frères et sœurs, mais qui ont peut-être un peu moins d'impact parce qu'ils sont moins à jour. Mais voilà, en général, on a toujours des discussions autour de ça. Et puis, vu qu'il est passionné de ça, je suis passionné de ça, des fois on se parle. Le dimanche matin, on s'appelle, on va parler des résultats de R2, de National 3. Putain, t'as vu la perte de machin et tout. On est là, on discute de ça et bon, c'est marrant, quoi. Mais oui, du coup, je pense que ça a créé une certaine relation particulière. Ouais. Ok. Et du coup, quand tu es petit et qu'il te ramène à la salle avec lui, est-ce que assez rapidement, tu commences à vouloir t'entraîner plusieurs fois par semaine? Comment ça évolue un petit peu dans les premiers temps? Ouais, ça a commencé comme ça. Au début, forcément, il jouait un peu avec moi, mais après, bon, j'ai eu les jeunes de mon groupe où on a pu commencer à s'entraîner. Nous, on était un club en plus en développement, donc un club avec beaucoup de jeunes entraîneurs. Il y avait un entraîneur, mais il y avait plein de jeunes qui jouaient un peu au ping, mais qui aidaient le club pour s'entraîner, etc. Donc, j'étais baigné un peu dans l'entraînement. En plus, j'ai eu la chance à ce moment-là. Il y a un joueur de l'équipe 1, Maxime, qui est en STAPS. Donc, en même temps, nous, on servait un peu de cobaye où il nous donnait un peu de prépa physique, entre guillemets. J'étais jeune, mais ça a commencé comme ça. Et puis après, j'ai vite été pris en main et j'ai commencé à vouloir m'entraîner. J'avais ce truc en moi où j'aimais quand même, j'aimais pas perdre. En fait, j'étais très mauvais perdant. Donc, tu t'entraînes pour essayer de gagner. Je pleurais beaucoup, etc. Mais j'avais ce truc où j'aimais pas perdre. Ça s'est développé comme ça. Même il y a encore le début où, pareil, il y a le avant et après avec le niveau de mon père aussi. Où il y a le moment où on joue en équipe ensemble, on joue en double ensemble. Et il y a le moment où il ne veut plus jouer avec moi parce qu'il sait que je gagne. Okay. Mais voilà, c'est le moment un peu marrant. Mais après, voilà, petit à petit, j'ai progressé et j'ai commencé à augmenter les charges d'entraînement jusqu'à après partir en pôle espoir. Et il y a un truc que je trouve super justement dans le reportage que tu as fait avec Julien. Vous mettez en avant un peu tous les acteurs qui ont compté pour toi. Et dedans, il y a ton entraîneur. Il y a aussi l'entraîneur du comité. Il y a l'entraîneur du pôle, il y a l'entraîneuse du comité. Ouais. Donc, et ça, c'est quelque chose que toi, tu tenais quelque part à les remercier en les mettant en avant dans cette vidéo? Ouais, en fait, remercier, oui et non, mais c'était naturel. En fait, c'est eux qui m'ont. Sans eux, je ne serais pas là.
Donc c'est eux qui ont été là au bon moment sûrement, les bons choix ont été faits au bon moment, mais voilà, c'est eux qui ont été la base de mon entraînement, que ce soit du coup Annie qui était là avec le comité qui me prenait 1 à 2 fois par semaine, Thibaut qui était là assez souvent avec moi, qui m'a suivi jusqu'à mes 18 ans, et après à partir de mes 13 ans où c'était avec Michel qui me suivait en pôle et qui aujourd'hui on s'écrit tous les jours, parce que c'est lui aujourd'hui qui gère ma prépa mentale. Donc ouais, pour moi c'est des acteurs vraiment très importants. Et moi je suis très famille, très famille. Donc en fait, voilà, moi je retourne tout le temps dans mon premier club. Il y a le tournoi du club, etc. J'y vais tout le temps, quoi, parce que pour moi c'est trop important. Et surtout que tous les joueurs avec qui je suis passé, donc j'ai passé toutes les équipes, je suis allé dans l'équipe première, en fait tous ces joueurs ils sont encore au club. Ok. Donc en fait quand j'y retourne, c'est que des gens avec qui j'ai grandi, qui avaient tous 5, 7, 10 ans de plus que moi. Mais quand j'étais petit, ils avaient 20 ans et maintenant ils en ont 30, 35 et Ok. du coup c'est génial quoi. Ah, trop bien. C'est Ouais. vraiment club familial, quoi. Ouais, ah oui, très familial. Et du coup après j'ai eu ça et après j'ai toujours été à la recherche d'un club familial. Pour moi c'était le plus important. Ok. Il y a une anecdote que je trouve marrante dedans, c'est que ton entraîneur, je ne sais plus si c'est ton entraîneur qui dit ça ou pas, mais on te demande c'est quoi tes objectifs quand tu seras plus grand, et toi tu dis tu veux être numéroté. Exactement. Pour moi, c'était putain, si je suis dans les 1000 premiers français, c'est exceptionnel, quoi. Et en fait, surtout qu'il y a tous les gens à côté, ils me disaient tous champion d'Europe, champion du monde, j'ai gagné les Jeux Olympiques et tout. Et moi, j'étais là, c'était à moi de parler. Je dis attends, déjà, je suis dans les 1000 premiers français, c'est bien. Parce que moi, après, j'ai développé, mais j'étais vraiment dans. Déjà, je vais là, après je vais là, après je vais là. Et j'ai jamais eu ce direct, je vais être champion olympique, quoi. Non, d'abord, on va être dans les 1000 premiers français. Une fois que je serai dans les 1000, on va revoir ce qui se passe. Et je sais pas, quand on m'a posé cette question, je dois avoir 12 ans, peut-être 11-12 ans. Et pour moi, c'était vraiment comme ça, ça s'est passé. Et tout le monde était un peu surpris. Ah, mais c'est tout, tu veux que être dans les 1000 premiers français? Oui, et puis au final, il n'y a que moi qui ai été dans les 1000 premiers français du tout le groupe où on était. Quoi. Donc tu vois, pour moi, c'est quelque chose toujours du petit à petit. J'ai toujours été comme ça. Et là, à 12 ans, j'ai sorti naturellement. Quoi. Mais quand tu es rentré dans le top 1000, tu devais être. J'étais fou. Ah ouais. Enfin, je suis numéro et tout, Ouais. j'étais trop content. Surtout que je suis passé de 19-20 à 700 direct. Ok. Donc j'étais trop content. Ah, tu m'étonnes. Sur la licence, une fois j'allais sur la licence, j'étais refait. Pour revenir un peu sur ton parcours, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours quand tu es benjamin, minime, cadet dans les catégories jeunes, un peu de nous situer, t'es combien français, Ouais. histoire de comprendre un peu. Au championnat de France, du coup, moins de 11, il me semble que je pars 8. Je crois que j'étais de série 8. En termes de classement, je dois être, je crois, sur la licence, donc je ne sais pas combien j'ai fini en fin d'année, mais je dois être 12 ou 13, quelque chose comme ça. Et au final, je devais jouer Jules Roland, tu vois, qui partait dans les 4. Au final, bref, il perd avant. Et en fait, je fais un match de fou en 8e et je me retrouve en quart. Et bref, au final, je me retrouve à gagner mon quart final et faire demi, ce qui était… en vrai, je partais dans les 8, mais en vrai, la médaille, j'ai jamais pensé, quoi. Je faisais match par match. Et par contre, là, je me retrouve en demi contre le numéro 2 français, c'était Joris Reynaud, et je mène 2-1, 7-3, un truc comme ça, un truc comme ça. Et là, il s'est passé un truc dans mon corps, je m'en rappelle. Et après, je perds. Alors que c'était pour moi, ce mec, c'est bien au-dessus de mon niveau. Donc bref, du coup, j'ai quand même cette belle médaille. Qui après me permet d'avoir un petit contrat, c'était avec ATT, Auvergne Tennis de Table. Okay. J'ai un petit contrat, j'avais des maillots Stag qui m'arrivaient aux genoux, super drôle. Et donc voilà, donc là j'en suis à peu près là. Minimin, c'est ma première année. Non, Minimin, du coup on est quoi? On est rentré Ouais, donc là je suis encore au collège. Là je rentre au collège. Là je commence à augmenter l'entraînement, mais voilà, il ne se passe pas grand-chose en Minimin. Mais quand tu fais ta demi en benjamin, est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis peut-être que je peux aller chercher plus loin, ou pareil, tu es dans le truc, je continue et on verra bien? Ça a déclenché beaucoup de choses. Où j'ai été pris après sur un stage équipe de France, Polo Groupe France, etc. Ça a déclenché plein de petits trucs où après, les entraîneurs sont vraiment mis plus focus sur moi quand même. Okay. Ça a changé même pour ma famille, etc. de dire quand même, il a fait dans les 4 premiers Français. S'il doit aller en pôle, on peut aller l'aider parce que ça coûte cher. Et puis, quand même mon frère et ma soeur aussi. Donc, je dirais que ça a déclenché beaucoup de choses. Mais encore là, voilà, no stress, quoi. Fais ton ping, prends le plaisir. Et minime 1, il ne se passe pas grand-chose. Et minime 2, par contre… Tu intègres minime le 2, pôle… ouais. Minime 2, j'intègre le pôle espoir. Ouais, à 12 ans. Ouais.
À Lyon, donc là, gros changement. Je suis à 2 ans. Toi qui, tu disais, tu es très famille, comment tu as vécu cette période? La première année, je le vivais plutôt bien parce que bon, j'étais loin, c'était un truc. Mais bon, je voyais que ma mère, c'est archi compliqué pour ma mère. Ok. C'était super compliqué. Donc quand je rentrais, c'était compliqué, quoi. Même pour mon frère et ma sœur, je suis quand même l'aîné, donc c'était archi compliqué pour eux. Mais moi, je le vivais plutôt bien la première année. Ok. La première année, je le vivais plutôt bien. Je n'ai pas eu des résultats fous, mais je continuais de progresser. Je rentre en pôle, je suis 15, je finis l'année, je suis 17 peut-être, 17, 18. Voilà, donc en un an, j'ai pris mes 200, 300 points. Voilà, ça continue. Aux France, du coup, on est aux France au minimum 2. Donc je fais une belle médaille d'argent en double avec Joris, du coup, si on était tous les deux au pôle espoir. Et en simple, je me trouve complet. Je sors pas de poule, alors que je partais dans les 16, ça c'est sûr. Peut-être même un peu mieux. Et je sors pas de poule, je me trouve. Et en plus, c'était un peu cette époque-là. Si tu es plutôt bon au minime, en cadet, tu peux rentrer au pôle France cadet à Nantes. J'y pensais un peu, sachant que Joris, il allait y rentrer. Je voulais un peu le suivre et tout. Mais bon, j'avais pas le niveau. Donc je pense que je me suis un peu fait un faux espoir et tout, alors que tout simplement, j'avais pas le niveau. Et par contre, où ça a été très compliqué, c'est l'année de KD1, où là, je suis en quatrième. Là, ça commence à vraiment dur la famille. Mon frère et ma soeur, je ne les vois plus. Eux, pour eux, c'est compliqué. Alors, je rentre quand même tous les week-ends, mais plus d'un week-end sur deux, il y avait match. Donc, je ne les voyais pas. C'était dur le matin, le lundi matin, il fallait se lever à 5h du mat pour aller au collège et tout. C'était à Lyon, j'habitais à 1h, 1h15 de Lyon. Bref, et je passe de 19 à 18 en fait en KD1. Et là, c'est pas possible, quoi, tu t'entraînes. Là, on a un entraînement par jour, donc on s'entraîne tous les jours. L'école, ça va pas, j'ai avertissement de travail, avertissement de comportement. Voilà, je suis vraiment perdu dans ma vie, quoi. L'adolescent perdu, j'y étais. J'étais en plein dedans. Et dis comment, avec Michel qui était l'entraîneur, on a vu que c'était des moments compliqués. Surtout qu'il y avait 2 entraîneurs, donc des fois c'était un peu compliqué aussi entre les deux. Donc moi j'étais au milieu de tout ça, je m'en sortais pas, j'entrais à la maison, j'étais pas bien, bref. Tout n'allait pas. Et bref, et petit à petit, on a commencé à juste reprendre du plaisir, arrêter d'être dans la course aux points, parce que forcément quand on a cet âge-là, on veut des points, on veut les points. Chaque match, j'ai pris plus 20, plus 15, plus machin, moins 10. Parce que les jeunes aussi font aujourd'hui, hein, quand je leur dis mon nombre de points, « Ah mais t'as autant de points et tout, comment c'est possible ?» Bah oui, mais j'aimerais. Mais bon, du coup, ils sont que dans le truc des points. Et c'est dur de se détacher de ça, parce que le système est aussi fait. Le système est fait aussi pour ça. Donc voilà, ça a été une période très difficile. Et en fait, avec Michel, mon entraîneur, qui est aujourd'hui aussi mon prépa mental, on a beaucoup parlé, de discussions. À un moment, je vais même poser la raquette une petite semaine, quoi. C'est pas beaucoup, hein, mais histoire de reprendre du plaisir. Et en fait, surtout qu'à la clé, en fin d'année, en fin de saison, il y avait un stage en Chine prévu avec les meilleurs joueurs de la Ligue Rhône-Alpes. Et moi, j'étais dans les meilleurs. Et là, je sentais que je vais peut-être pas aller au stage, quoi. Bien sûr, il fallait payer, etc. Mais au moins déjà d'y aller. Et on me dit qu'on ne va pas y aller et tout. Je ne vais pas y aller. Je dis non, c'est pas possible. Et petit à petit, bref, et au final, je repasse et je refais une bonne saison et je vais en Chine. Et le stage en Chine m'a été un grand élément dans ma carrière où je me rends compte de la pauvreté, je me rends compte des gens, qu'il y a des gens, ils sont pires que… Voilà, des gens, c'est catastrophe. La nourriture, c'est pas bon, il fait chaud et tout. C'est la première fois que tu voyageais aussi loin? Voilà, ouais. Ouais, ça à 14 ans, je voyage aussi loin. Quand on me disait le panier de balles, nous on avait des petits fonds de balles, là, ils ont des seaux de balles et tout. Et moi je me plaignais quand je faisais 15 balles au panier. Et en fait, j'ai pris conscience, tu vois, et on a beau me le raconter, tu t'en rends pas compte, mais quand tu le vis vraiment, et moi c'était vraiment ça. Et après, KD2, explosion, quoi. Explosion, je fais une super saison. Je passe, je monte numéro, quoi. Je passe de 19 à 699, je me rappelle. Okay. Attends, c'est cette année-là où je monte? Ouais, même pas, non, je crois que je monte 300 même. Oui, première phase, je fais 19 700 et je fais 700 300 en un an. Tu finis KD2 Je finis KD2 300, année de fou. Je reprends une médaille aux France, médaille de bronze aux France, une médaille aussi en double. Parce que j'aimais bien le double déjà à l'époque. Médaille aux France. Et là, du coup, on me dit que je peux aller au Pôle France à Nantes. Mais avec les cadets, sachant que je suis junior. Mais bon, c'était quand même une bonne alternative pour s'entraîner. Donc voilà, là, ça a explosé. Et là, je me sentais super bien, trop bien. Tu dis dans le reportage que Michel, il t'a aidé à devenir un fighter parce que tu ne l'étais pas vraiment de base. Non. Parce que maintenant, quand on te voit sur YouTube, les vidéos, etc., on voit clairement que tu es un guerrier, quoi, à la table. Et du coup, tu n'as pas toujours été comme ça? Pas du tout.
Pas du tout. J'étais vraiment celui, dès que c'était un peu serré, je me refermais sur moi-même, je tremblais un peu. Dès que je perdais un point limite, des fois je pleurais en match. Et encore sur le tard, hein. Je pleurais pas, mais sur le tard, j'étais tête baissée tout le temps. Ça allait pas, quoi. Bon, on pouvait marcher dessus assez facilement, quoi. Ça a mis beaucoup de temps. Mais comment tu l'as travaillé ça? Bah ça justement, c'est travailler un peu avec du travail au quotidien, mais d'abord, avant d'avoir confiance au ping, c'est d'abord que moi j'ai confiance en moi. Et je me rappelle, il y a un jour à Nantes, je me réveille, c'est simple, hein, comment je vais te le dire, mais je me réveille et voilà, je me sens bien dans mon corps et tout. Et en fait, je me suis servi de ça. En fait, tous les jours après, je me disais, ah mais ok, aujourd'hui je me sens bien, ça va être une bonne journée. Bon, je me regardais dans le miroir, putain, aujourd'hui je me sens frais et tout. Et plein de petits trucs comme ça qui limite, ça te monte un peu la tête, mais au final, je ne suis pas confondre boulard et confiance. Je trouve que c'est la. Juste, tu t'envoyais des. Je m'envoyais des fleurs. En fait, j'apprenais à mon corps à dire aime ton corps. Ouais, aime ton corps, en fait. voilà, aime ton corps, aime-toi. Ce sera le truc principal. Et après, j'ai réussi à aller dans mon côté, j'ai réussi à trouver un côté fighter, guerrier dans ça. Après, c'était plus ce côté de ne plus lâcher. Il y avait ce côté vraiment, j'ai pas le droit de lâcher. Et après, j'ai développé le côté, je veux gagner maintenant. Donc j'ai eu les deux facettes qui se sont faits avec des petits travaux comme ça au quotidien, des trucs vraiment très simples. Parce que pour moi, la prépa mentale, c'est des trucs assez simples. Mais moi, j'avais besoin de remise en confiance, quoi. Et au début, je me regardais dans la glace, je me disais des trucs. Je disais, mais je suis sérieux, c'est pas possible de me dire ça, j'ai pas le droit. Et petit à petit, voilà, ça se fait naturellement. Maintenant, je le fais plus, hein, mais ça a l'air simple comme ça, mais ça a vraiment été la clé. Parce que tu dis aussi que dans tes années jeunes, on ne croyait pas vraiment en toi. Est-ce que ça jouait aussi dans ce manque de confiance du coup? Et comment ça se traduisait le fait qu'on ne croit pas en toi? Tu n'étais pas sélectionné sur les équipes jeunes? Ouais, bah forcément, quand tout le temps on te dit que tu n'es pas bon, tu ne seras jamais bon, que tu n'y arriveras pas, que non, ton coup droit il n'est pas bien, tu n'as pas un bon physique pour le ping. J'ai tout reçu. Ça, on te le disait directement? On m'a fait des remarques et après on le disait à mes entraîneurs et après qui me le traduisaient plus gentiment. Mais c'est après sur le tard aussi que j'ai compris tout ce qui s'est dit. Mais oui, en tout cas, je le sentais. On m'a fait des remarques, mais en tout cas, je l'ai senti que ouais, non, pour Flo, c'est compliqué et tout. Voilà, c'est pas. Du coup, moi, petit à petit, je me dis, en fait, je vais pas y arriver. Pourquoi je continue et tout? Je suis pas bon dans ça. Après, tu vois que tes défauts. Après, je voyais que mes défauts et là, c'est fini. Donc, forcément, j'ai eu un peu, voilà, je me suis rapatrié à mes premiers entraîneurs, eux qui croyaient en moi, forcément, à qui on a parlé. Et du coup, j'ai pu reprendre cette énergie d'eux, de Michel aussi. Donc, ça a été un long travail, mais ouais, je suis passé. Et encore sur le tard, après, quand j'ai commencé à progresser, oui, mais c'est un coup de chance, ça ira pas. Ça. Quand je suis rentré à Nantes, je me rappelle, mais pourquoi lui rentre à Nantes? Il n'a rien à faire à Nantes, etc. Quand j'ai commencé à jouer en pro, mais pourquoi il joue en pro? Il n'a pas le niveau. En fait, à tous les niveaux, je l'ai eu. À tous les niveaux. Et, sauf qu'après, vu que j'ai vécu ça depuis tout petit, après, en fait, le truc, c'était facile, en fait. Ouais. En fait, je me nourrissais de ça même. Ouais, ça te forge, en fait. Ouais, critiquez-moi, quoi. Moi, après, j'étais vraiment dans ce truc, allez-y, critiquez-moi. Ça veut dire que déjà, vous pensez à moi et moi, j'ai beaucoup. Après, du coup, je me suis nourri de ça. Mais au début, ça m'était sous terre. Hein. Mais du coup, tu penses que si au contraire, on t'avait pas encensé, mais du moins, on t'avait pas fait toutes ces critiques-là, tu n'en serais pas là aujourd'hui, du coup? Non, je pense pas. Non, parce que je pense que j'aurais pu m'asseoir sur ça, me dire en fait tout le monde dit que je suis bon, c'est bon, je suis bon. Si je vais pas à l'entraînement aujourd'hui, j'y vais pas, machin. J'aurais pu, je sais pas si j'aurais été comme ça, tu vois. Si j'avais été comme ça, mais ouais, aujourd'hui, c'est ce qui m'a forgé ma personne et ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Peut-être si on m'aurait encensé, j'aurais peut-être été meilleur, ou peut-être j'aurais arrêté le ping, mais je sais pas. Mais en tout cas, oui, la personne que je suis devenu, c'est grâce à ça et j'ai ce niveau-là, ça fait partie de ça aussi, oui. Ouais. Et tu penses que tu t'es basé sur quoi pour te construire toi et ton jeu en termes de points forts? Déjà, quand j'ai eu confiance en moi, c'était déjà plus simple. Déjà me dire, ok, moi j'ai le droit de m'affirmer, j'ai le droit de devenir qui je suis. Mais après, moi, c'est plus sur le tard, plus sur 20 ans, vers les 20 ans, qu'on a commencé à parler on parle d'identité de jeu. Parce que moi, j'étais un peu monsieur tout le monde, quoi. Je faisais un peu de revers, un peu de coup droit, un peu machin. Même au revers, j'avais pas jusqu'à 21 ans. En revers, c'était cata, quoi. Et après, on s'est basé sur mes points forts physiques. Et après, on s'est dit, Flo, il faut que je joue fort, quoi.
et comment je vais faire pour jouer fort. Donc après, on travaille le relâchement, la puissance des jambes, avoir cette force relâchée, quoi. Et après, petit à petit, on s'est dit, je vais gagner mes matchs avec mes points forts. Donc après, voilà, ça c'est mes points forts, ça c'est mes points faibles. Allez, on va travailler ça, ça, ça. Ça, on va travailler, mais moins, mais histoire de travailler. Mais ouais, ça s'est fait comme ça. Grâce au staff que je m'étais fait. Donc là, j'étais à Metz déjà à partir de ce moment-là. Et sur ces années-là, est-ce que tu es sélectionné pour les championnats d'Europe jeunes ou tu n'es jamais sélectionné? Non. Tu es combien à chaque fois à peu près? Tu n'es pas loin, mais… En fait, c'était toujours des équipes de 4. Moi, j'ai toujours été dans les 8, plus ou moins sur l'année cadet et junior. J'étais 6. Voilà, en cadet, je fais la médaille. En J1, je fais un tournoi de sélection. Parce que je fais une médaille de bronze au championnat de France junior en étant J1, ce qui était fou. J'ai fait de perf de fou. Tu avais battu Joey Seyfried, c'est ouais, ça? Ouais, avec le match légendaire, avec le 11-0 et tout. Tu es mené 3-0? Ouais, 3-0 et je perds 11-0, 11-1. Ouais. Et je gagne 4-3. Incroyable. Légendaire. Et non, jamais. La Fédé, sur ça, voilà, j'avais sûrement pas le niveau, hein, mais en tout cas, non, j'ai jamais été sélectionné. C'est pour ça que je disais qu'en 2024, mes premiers championnats d'Europe, c'est en senior, quoi. Ça, c'était fou. Ouais. Et mes premiers championnats du monde, c'est en 2025. C'est folie. Incroyable. Tu l'avais mauvaise à cette époque-là quand tes juniors n'étaient pas sélectionnés alors que tu dis j'ai quand même fait une médaille, ou tu le vivais bien? Parce que tu étais aussi lucide et tu disais ouais, meilleur que moi. En cadet un peu. En cadet un peu parce que je fais médaille au bronze, je fais médaille, il n'y a même pas de tournoi de sélection, j'ai rien. Ok, il fallait que je sois champion de France pour être sélectionné, mais même pas. Et en junior, il n'y a même pas eu de tournoi de sélection, il n'y a rien eu. Mais après, moi, je ne faisais pas trop de tournois internationaux, ils se basaient sur ça. J'avais pas de finances pour faire de tournoi international, ça coûtait trop cher. Je ne pouvais pas déjà, j'essayais de progresser, etc. Ouais. Mais à l'heure d'aujourd'hui, quand on voit tous les jeunes, ils font tous les Youth Contenders, machin. Ouais. Nous, c'était que les 4-5 meilleurs. Donc, si tu n'étais pas dans les 4-5, tu n'avais aucune chance. Et moi, j'étais 6, 7, 8 quoi, tout le temps. Et du coup, je n'ai jamais fait. Quoi. Donc, j'ai fait l'Open de France, l'Open de Belgique, mais c'est tout. Donc, du coup, j'avais peu de chance aussi d'être sélectionné, mine de rien. Et dans ce qui a fait un peu aussi ta progression, apparemment, depuis tout petit, tu as une très bonne hygiène de vie. Est-ce que c'est quoi cette hygiène de vie que tu as pris de bonnes habitudes depuis petit? Ouais, comme je t'ai dit, il y avait aussi ce préparateur physique là, qui était en STAPS, qui n'était pas préparateur physique, mais c'était un jeune qui était là, qui nous aidait. Et puis lui, il prenait très soin de son corps et c'est quelque chose qui m'a inspiré aussi. Et puis j'avais mon entraîneur, voilà, les trucs tout cons, on compète, comme on disait dans le reportage, les frites et tout. Moi, c'était pas possible. Puis à la maison, moi, je mangeais souvent bien, etc. Et le sommeil, c'était quelque chose qui était important. Donc en fait, quand tu as le sommeil, la bouffe, l'entraînement, tu bois de l'eau et tu t'étires. Ouais, en fait, c'est le sommeil. Tu fais attention quand tu te couches. Les aliments, de toute façon, j'allais pas manger au fast-food. Mes parents et ma mère, elles faisaient bien à manger, etc. Je prenais mes 5-10 minutes en fin de séance pour m'étirer. Quand je pouvais faire la sieste, je faisais la sieste. Je m'échauffais bien. Au final, c'est des 5-10 minutes que je prenais en plus tout le temps par jour. Et ce qui fait que j'ai toujours été comme ça et j'étais éduqué comme ça aussi. Ouais. Ça vient pas que de moi, on m'a éduqué comme ça et qu'après j'ai pu faire sur le long terme. Et ça, tu penses que ça devrait être un pilier pour tous les jeunes qui sont en structure ou même ceux qui s'entraînent plusieurs fois par semaine d'avoir cette hygiène de vie-là? Ouais, parce que moi après j'ai appris plus tard la pyramide aussi de la récupération et c'est vrai que le sommeil c'est le plus important. J'avais cette chance que les téléphones c'était pas encore à démocratiser à fond. Donc, et que même quand j'étais en internat, le téléphone, on le rendait à, 21h peut-être. Donc au final, je n'avais pas d'écran pour m'appuyer. Nous, on écoutait les matchs de foot à la radio, quoi. Si on n'avait pas de téléphone, on n'avait rien. On écoutait les commentaires à la radio et tout. Donc forcément, oui. Et après, c'est pareil. Tu prends 10 minutes par entraînement, 5 minutes pour t'échauffer, 5 minutes pour t'étirer. En plus, quoi. Même 5 minutes, c'est rien, mais c'est le minimum, quoi. Maintenant, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je prends 20 minutes pour m'échauffer. Je prends 20 minutes pour m'échauffer et 10-15 minutes d'étirement parce que c'est mon boulot, parce que j'ai le temps, c'est ma routine. Mais mais même voilà, tu prends 10 minutes, quoi. Tu prends 20 minutes par jour, c'est rien au final. Et est-ce qu'au niveau de l'entraînement, sur chaque entraînement, tu vas avec un ou plusieurs objectifs en tête ou alors au bout d'un moment, tu te dis j'y vais et juste je fais mes gammes mais sans chercher à travailler forcément quelque chose? Ou ça marche par période? Comment ça fonctionne? À l'heure d'aujourd'hui? Ouais. À l'heure d'aujourd'hui, moi je suis vraiment axé sur la vision long terme, sur comment je vais jouer dans 5-6 ans mon meilleur niveau pour atteindre mon meilleur niveau. Je
Je suis persuadé que je n'ai pas encore mon meilleur niveau. Donc en fait, c'est comment je vais faire pour être au top dans 4-5 ans, quoi. Et du coup, on met des plages de travail, quoi. Donc là, tu vois, je suis sur une grosse période d'entraînement de 5-6 semaines. Ça fait 2-3 ans, je pense que je n'ai pas eu de période aussi longue, aussi intense. Parce qu'avec les tournois à droite, à gauche, la pro, il y a toujours des matchs qui se mêlent. Et encore, j'ai fait le petit tournoi le week-end. Mais ça, voilà. Donc en fait, je dirais c'est tous les 3 mois à peu près. On part sur une base pendant 3 mois. Et au bout des 3 mois, on voit si, bon, est-ce qu'on part sur autre chose? Est-ce qu'on met ça en place? Est-ce qu'on continue? Comment dire, on le perfectionne. Ouais. Moi, je suis beaucoup sur ça. Et pareil dans le travail physique. C'est pareil, on part sur des gros blocs de sur 3 mois. Après ça, et après, vu que moi, je pars dans l'idée que j'ai la vision long terme, je ne peux pas être bon sur chaque match. Donc, si je ne peux pas être bon sur chaque match, et je vais prendre le temps de m'entraîner même quand j'ai des matchs. Donc, des fois, je vais faire des grosses périodes d'entraînement et j'ai des matchs de pro. Mais vu que moi, je vais être bon dans 4-5 ans, ce n'est pas grave. Et pour pas que ça empêche ma préparation. Ok, donc typiquement, je ne sais pas si, imaginons que tu travailles, tu es sur une période où tu travailles la remise et que tu arrives en match, et ben tu te dis, je fais cette remise ou je travaille la remise, je continue dans ce sens-là, quitte à ne pas gagner, parce que forcément, en plus la pro, c'est aussi tes matchs, tu es payé par ton club, etc. C'est difficile non, de trouver un peu… Ouais. Alors non, alors du coup, pour le coup, non, ça marche pas comme ça. Moi, je le vois pas comme ça. Okay. C'est plus, par exemple, en ce moment, je fais que travailler le flip revers. Donc, je suis à fond dans le flip revers, je suis à fond dans le flip revers. Mais une fois qu'il y a le match, tout ce qui s'est passé avant l'entraînement, non, là, je joue quand même pour gagner. Donc, si je dois amener le flip revers, je vais le faire. Mais s'il n'y a pas besoin, je ne vais pas faire le flip pour le faire. Parce que si je le fais pour le faire, je vais faire une passe et le mec va me défoncer, donc ça ne sert à rien. Donc, je suis vraiment dans, je m'entraîne, même jusqu'à l'échauffement. Je vais encore penser à mon entraînement, etc. Mais une fois qu'il y a le match, là, non, je joue pour gagner. Ouais. Mais des fois, si j'ai des grosses périodes de prépa, je vais arriver au match où je serai fatigué. Mais c'est pareil, je vais tout faire pour gagner, mais je ne serai pas à 100% de mes capacités. Il n'y a jamais ce truc, je travaille le flip, là, j'essaie de le flipper en match. Oui, c'est de jouer juste quand même. Voilà, le but, c'est de jouer juste, hein, c'est la base du ping. Mais c'est plus dans ce sens-là, où des fois, je vais arriver en pleine prépa, je vais être mort, mais je vais tout donner. Mais après, si je ne suis pas prêt à 100%, c'est pas grave. Ok. Il y a une anecdote aussi sur le stage en Chine. Ça, elle est très drôle. Elle est bien. Je te laisse la raconter. Elle est bien. Le stage en Chine, comme j'en ai parlé tout à l'heure, petite prépa physique. En Chine, ils faisaient beaucoup des tours de piste, etc. Et puis nous, on commence à faire des tours de piste. Puis il fallait plus ou moins aller de plus en plus vite. Puis moi, je ne suis pas en capacité d'aller plus vite, quoi. J'avais cardio, j'ai jamais été très bon. Et justement, en ce moment, je suis en train de progresser et je suis content. Mais je cours mal, je ne sais pas, mes appuis, je ne suis pas bon en course. Alors que quand même, je faisais un peu de course quand même. Hein. Ouais. Et l'entraîneur chinois, il va voir mon entraîneur et il me demande si je ne suis pas un joueur paralympique, quoi. Et du coup, moi, je ne suis pas encore au courant de l'histoire, mais je finis la course, je suis au bout du rouleau. Et il y a mon coach, Michel, du coup, qui était avec nous. Il vient me voir, il fait « Putain, t'as vu l'entraîneur, il pense que tu peux jouer les Jeux paralympiques et tout. T'as vu comment il se laraque sur toi et tout ?» Et avec son langage, il m'avait dit ça comme ça m'avait marqué. Et là, je fais… Tu l'avais mal pris ou tu en avais oui. Ah, tu l'avais mal pris? Oui, j'ai super mal pris. Je dis, c'était le haut du gratin. Les Chinois, on était sur un truc de province et tout, mais ça jouait bien. Putain, le mec, il dit ça de moi. Mais oh non, la honte, quoi. La honte, j'avais honte. Donc après, je m'étais un peu plus poncé à la course et tout. À chaque fois qu'on allait courir, j'étais dans le dur. Et mon coach, il me disait, pense à l'entraîneur chinois. Pense quand tu vas le revoir et que tu vas aller super vite et tout. Ça, c'était fou, l'anecdote. Et ce stage-là, je ne sais pas si tu as refait beaucoup des stages en Chine derrière, mais est-ce que vraiment il y a… dans l'imaginaire un peu, on se dit on va en Chine dans n'importe quelle salle, ça joue dingue, tu as des mecs, forcément ça joue dans les 100 ou je ne sais pas. Est-ce qu'il y a à ce point un volume de bons joueurs sur tous les stages que tu as fait? Ouais, j'en ai fait 2, je suis parti 2 fois en Chine, okay. 2 pardon. Donc la première fois là, avec le centre, avec la région et tout, il y avait du très bon niveau et c'était la folie et surtout c'était très intense. Donc en fait, tu fais du volume. Et après, je suis parti dans une autre ville. On est parti en 2019, que Esteban et moi. On est parti à 2 en Chine. Trop bien. Ouais, génial, à Jinan. Et pareil, juste le dommage que c'était juste, il y avait les championnats de Chine la semaine d'après, donc les meilleurs étaient partis. On rentre, ça jouait grave, quoi. Ça jouait large top 50 français et tout. Nous, on pouvait s'entraîner. On était quoi? Je devais être à peine 100 français. Esteban, il devait être 70 français, 80 français. Non, même pas, je devais être 150 français. Moi. Esteban, 100 français. Et on y allait, on se faisait découper, mais c'était génial, quoi. Et même les mecs de notre niveau,
En fait, ils ont tellement un volume d'entraînement élevé qu'au au final, ils défoncent à l'entraînement parce que sur la longue, techniquement, ils sont plus purs. Et à un moment, bah, toi, tu fatigues, techniquement, tu commences à faire n'importe quoi. Eux, ils tiennent leur truc. Et par contre, tu vas faire le match après, tu vas peut-être les battre. Mais du coup, c'était vraiment ce volume-là. Et puis les salles folies, des salles géantes, avec des posters, drapeaux partout, Taraflex, la classe, il y a le mec qui vient nettoyer, tu n'as pas le droit de marcher en chaussures de dehors sur le sol. En plus, il y a des règles très carrées. Voilà, il y a plein de codes là-bas, mais ouais, ils sont dingues. Mais tu penses que par exemple, combien il pourrait avoir de joueurs chinois qui pourraient jouer top 100 mondial? Tu penses qu'il y en a vraiment énormément? Bah, à l'époque, Liu Guoliang, il disait c'est ce qui était sorti, hein. Il disait qu'il pouvait mettre 1000 joueurs dans le top 100 mondial. Voilà, après, voilà, c'est ce qu'il disait. Mais je pense que mais facile 50. Mais facile. Ok. Championnat de Chine, à partir même en poule, hein, ça peut jouer top 100 mondial, quoi. Mais après, là, ils sont un peu moins forts. Donc, il faut voir la densité et tout. Mais ouais, déjà les 30 meilleurs Chinois, ça joue top 100, c'est sûr. C'est le groupe A, en gros. Ça joue top 100, c'est sûr. Au niveau de la manière de s'entraîner, qu'est-ce que toi, tu as aimé là-bas et au contraire, peut-être que tu n'as pas pris parce que tu n'étais pas fan? Ouais. Bah, alors, ce que j'ai adoré, c'est ce côté volume où, comme je t'ai dit, ça a des bassines énormes. T'envoies jusqu'à ce que tu es mort vraiment pour perfectionner la technique et qu'elle soit parfaite. C'est vraiment ça dans la période. Quand tu le vois techniquement, les mecs, ils sont gainés, ils sont archi propres et tout. Donc ça, j'ai adoré ce côté volume où tu te mets, puis les conditions, il fait frais, etc. Puis après les muscles, machin. Mais du coup, ce que j'ai pas aimé, c'est que c'est pour tout le monde pareil. Quand tu le vois lors d'aujourd'hui, tous les Chinois, ils jouent presque tous pareil. Et encore maintenant, ça va un peu mieux. Du coup, il n'y avait pas trop d'individualisation. C'était tout le monde pareil. Et toi, tu fais cet exo, alors que ça se trouve, tu es dingue en revers, mais non, tu fais que du 2-2 tout en coup droit. Et moi, du coup, je n'étais pas trop fan de ça parce que tu maximises pas tes chances pour être le meilleur. Mais eux, c'est leur culture. Vu qu'eux, ils sont 200 000 à être super forts, si toi, tu n'es pas bon, pas grave, ce sera l'autre, etc. En France, non, on s'applique un peu plus. Et maintenant, on s'applique. Mais avant, il y a 10-15 ans en France, c'était exactement comme ça. Et alors d'aujourd'hui, tu vois, il y a eu plein de joueurs blessés et tout. Je ne sais pas si c'est que à cause de ça, mais je pense que ça peut en faire partie. Ouais. C'est vrai qu'il y a 10 ans, typiquement, les exercices 2-2, du coup droit sur toute la table, c'était peut-être qu'on copiait un petit peu aussi la méthode chinoise. Exactement, ça voulait copier la méthode chinoise, sauf que si tu copies, tu n'as aucune chance. Mais justement, c'est en faisant différemment que tu as des… C'est mon point de vue, hein, mais c'est en faisant différemment que tu as des chances de les battre. Et c'est aujourd'hui ce qu'on fait et ce qui commence plus ou moins à marcher et ce qu'en Europe ils font. C'est sûr que… Après, peut-être que sur les meilleurs Chinois, ils individualisent quand même. Je pense, à un certain niveau, oui. À un moment donné, oui, mais jusqu'à dans le tard, je pense que pas trop. En tout cas, de ce que j'ai vécu. Mais je pense que oui, après, quand ils sont vraiment en équipe nationale et tout, peut-être, là, c'est plus carré, individualisé et ils ont leur truc perso, quoi. C'est qui les meilleurs Chinois que tu as joué? Toi, tu en as joué J'ai joué Lin Chidong en double, 2 fois. Okay. Donc, sympa. À l'époque, avec Esteban, à l'Open de France, en 2018, j'avais joué Xiang Peng déjà. C'était dingue. Sinon, j'ai joué Wang Yuzheng, champion du monde junior, le gaucher. Il y a qui d'autre Tu l'as battu J'ai battu en plus. Ouais, c'est une de tes… de mes meilleurs perfs, large. Il y a qui Zhu Qiao, j'ai joué en Pro A. C'est ça. Tu l'avais battu en plus j'ai gagné. Tu as des bonnes stats sur les Chinois. J'ai des bonnes stats. Jusqu'à l'année dernière, je n'avais pas battu un Chinois. Tous perdus. D'accord. Tous, j'en ai joué 5-6, tous perdus. Et là, cette année, j'en ai battu 2-3, quoi. Trop content. Ok, trop bien. Ouais, je suis content. Ouais. Et non, qui c'est que… Non, je pense que c'est quand même Lin Chidong en double, quoi. Le meilleur que j'ai joué, c'est trop bien. Folie, quoi. Ouais, ok. Ouais. Je voudrais revenir avec toi de ton arrivée à Metz. Avant ça, tu as fait 3 ans au Pôle France à Nantes. Tu jouais au Creusot, je crois, encore. La première année à Metz, ouais. Comment ça s'est fait déjà, ton arrivée à Metz, et c'était quoi le projet? Oui, c'est ça. Donc en fait, quand je quitte Nantes, il y avait ce qu'on appelle la voie royale, en gros, où tu vas à l'INSEP. Donc moi, j'avais fait ma demande, ils ont refusé. Donc après, il fallait que je vois un peu où je pouvais m'entraîner. Et c'est vrai qu'il y a le centre d'entraînement à Metz qui commençait à se professionnaliser et qui avait l'air de me tenter. Et surtout, je pouvais faire STAPS à côté. Dans l'idée, c'était ça. Mais par contre, je voulais pas… de toute façon, je n'avais pas l'occasion, mais du coup, j'étais resté au Creusot en N1, bénéficier du centre d'entraînement. Et c'est là qu'on a commencé à parler de se professionnaliser. Comment devenir joueur pro. Parce
moi, je pensais que j'étais joueur. Ça allait, j'allais devenir joueur pro, quoi. Mais en fait, c'était pas du tout ça. J'étais encore loin du compte. Parce que tu es combien J3, tu finis combien? Il y avait J4 ou pas déjà à ton Non, époque? non. Je finis, je rentre au TAC, je dois être 100, 150. Ouais, donc tu es un peu dans la tranche un peu Ouais, bâtarde, j'ai envie de dire. ouais, c'est ça. Où tu peux être pro, mais en même temps. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc ouais, du coup, j'apprends à me professionnaliser un petit peu, même beaucoup plus. Et c'était Nat, l'entraîneur, Nathaniel Molin. On se professionnalise, comment ça marche. Donc forcément, il les à côté, mais surtout en tant que joueur pro, quand je t'ai parlé d'identité de jeu et tout, c'est vraiment là que je l'ai vraiment développé, qu'on a pris mes qualités et bon, comment on s'en sert, quoi. C'était vraiment ça. Pour qu'après, du coup, l'année d'après, le club de Metz me signe en pro, où j'étais numéro 4. Et en même temps, je jouais en équipe réserve, qui était quand même en N1, et sur le banc en Pro B. Et jusqu'à faire mes premiers matchs en Pro B, j'étais 120 Français. Ouais. Et, Le voilà. 22, justement, le 22 octobre 2019, tu fais ton premier match en pro avec Metz. Tu gardes quel souvenir de cette soirée? C'était dingue. C'était dingue. Et justement, j'avais mon pote qui m'a fait le t-shirt, un t-shirt sympa. C'était dingue. Je me suis dit, quand même, un rêve qui se réalise, quoi. J'ai toujours rêvé de jouer en pro. Là, c'est le premier, c'est mes débuts dans le grand bain. Allez, let's go. On joue sur une table, full pression, un peu tendu. En plus, je crois, mon premier match en pro, je joue contre Jules. Je joue contre Jules Roland, je crois. Ok. Mon tout premier match en pro. Qui lui, ça faisait déjà 1 ou 2 ans qu'il joue en pro. Parce qu'il était monté avec son club, etc. Je perds 3-0. Voilà, je crois on perd, etc. Mais c'était un super souvenir. Ça y est, j'ai baigné dans le grand bain, quoi. Je suis trop content. Ouais. C'était le début d'un. Je sens que c'est le début d'une grande aventure, quoi. Et justement, à la fin de cette année en pro, tu sens que tu as vraiment progressé? Oui, parce que j'ai réussi à avoir 2 victoires. 2 victoires, j'ai fait 8-9 matchs peut-être. Donc après, ça s'est arrêté. Je ne sais pas si c'est l'année Covid ou pas. Tu passes dans le top 100 aussi? Ouais, je passe dans le top 100 français. Donc quand je commence en pro, je suis 120 français et je passe dans le top 100. Donc ça, c'était pareil, encore un petit aboutissement. Voilà, au final, c'est moi. Du coup, j'ai eu plein de petits moments de récompense comme ça où j'étais content. Bon, ça y est, première victoire en pro. Je passe dans le top 100. Après, ça y est, j'ai les 3000 points. Ça y est, machin. En fait, j'ai eu plein de trucs comme ça qui j'ai adoré. Et ouais, donc ça a été ça. Et ouais, là, je sens que je commence à professionnaliser un petit peu plus. Je commence à avoir mon identité de jeu. Quand on me voit jouer, on se dit, ok, c'est ça son point fort, c'est ça, etc. Ouais. Donc, Et c'est marrant parce que du coup, comme tu dis, tu as avancé par petits objectifs et à chaque fois que tu en réussissais un, tu passais à celui d'après. Mais est-ce que tu penses que le fait de fonctionner étape par étape, ça a t'enlevé aussi cette pression-là de, voilà, l'objectif c'est d'être joueur pro et là je suis là et j'ai tout ça à parcourir? Moi, carrément. Moi, je suis carrément dans ça. Comme je t'ai dit, si là je me dis, je vais être champion du monde, c'est loin, quoi. J'en suis loin. Donc, Pas si loin que ça, du coup. Ouais, ouais, en double, ouais. Ouais, en double. Mais tu vois, c'est loin. Tandis que si je me dis, peut-être pour être champion du monde, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Ok, déjà, je vais faire ça. Après, je fais ça. Après, je fais ça. Donc, ouais, j'ai fonctionné comme ça. Et je pense que oui, ça m'enlève une certaine pression. Et ça me permet de, petit pas par petit pas. Ouais. Voilà. Et cette première année à Metz, tu as commencé STAPS. À ce moment-là, dans ta tête, tu te dis, tu as quoi comme plan de secours si jamais le ping ça marche pas? Ou alors est-ce que tu te dis, je suis obligé que ça fonctionne? Ouais, du coup, je suis stable. Je suis à la base, il fallait que j'allie les courses. Surtout mes parents ils m'ont dit ça. Je gagnais pas d'argent, j'avais rien. Mais sauf que je vois tous les joueurs à côté de moi qui sont déjà pros, qui s'entraînent 2 fois par jour. Et moi, j'étais à moitié dans le ping et à moitié dans l'école. J'arrivais pas à trouver mon truc. Et en fait, j'ai eu un petit deal avec mes parents. On est parti sur 1 an et demi où je suis à 100%. Je suis à 100% dans le ping. Je donne tout et on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, si le but c'était en gros, si je passe pas pro, je reprends les études, quoi. Et au final, j'ai réussi à passer pro. Je me suis limite pas laissé le choix, en gros. Mais ça, c'était une petite pression parce que c'est une pression de vie un peu où ouais, je vais faire du ping, mais faut ramener de l'argent, quoi. Ouais. Parce qu'à Metz, t'es pas payé la première année? Non, parce que je suis au Creusot, donc j'ai que des défraiements pour payer mes tournois, etc. Ok. Il y a mes parents qui me gèrent le loyer. L'année d'après aussi. Puis après, mon premier contrat à Metz, ils me payent le loyer et c'est 300 € par mois, quoi. Ok. Donc voilà, oui, je suis joueur pro, mais bon, on survit, quoi. Donc le début, il se fait vraiment comme ça. Et c'est sur 10 mois, c'est des contrats à 3 000 € qu'on faisait signer à l'année, quoi. Ok. Donc c'est tes parents qui t'aidaient à cette époque-là? Ouais, ils me payaient encore. Non, parce que quand je suis passé à Metz, c'était le deal dans mon contrat. En gros, il y avait un appart du club et je me servais de ça. Parce qu'en gros, moi, quand je suis passé pro,
quand j'ai dit j'arrête les études, mes parents, ils ont arrêté de m'aider. C'était un peu le Ah oui, deal. d'accord. Ouais, ils ont dit, bon, bah, tu te lances dans le ping, bon, bah, tu te débrouilles, quoi. C'était Ouais. un peu le truc un peu trash, un peu, mais c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais, mais après, ils m'ont jamais. Si j'étais vraiment dans le dur, ils m'ont pas abandonné, quoi. Bien sûr, bien sûr, Ouais, bien sûr. oui, oui. Mais du coup, ça m'a encore mis plus un coup de pied au cul, Bah quoi. ouais. Bah, c'est bien aussi de dire si tu veux quelque chose, tu vas vraiment aller le chercher. Exactement. Ça prendra le temps qu'il faut, mais au moins, on te le donnera pas et c'est à toi d'aller le chercher, quoi. 2 ans plus tard, du coup, petit coup dur, Metz arrête la pro. Ils ont fait le choix entre, il y avait une équipe chez les filles et donc vous chez les garçons en Pro A. Ils ont fait le choix de garder les filles. Comment ça s'est fait et toi, comment tu l'apprends un peu cette nouvelle? Bah ouais, pour être du coup, bah moi j'étais le joueur du centre d'entraînement, j'étais un peu le français. Esteban venait de partir, il allait voir la pro à Pontoise. Moi j'étais encore là. Donc bah ouais, on est en mi-août quoi, hein. Et le championnat il commence, je sais pas, le 10 septembre quoi, quelque chose comme ça. Ils viennent, réunion dans le bureau et tout. Je vois, bah, il y avait Dorian Nicole qui était là. Je arrive dans le bureau, il est en pleurs. Et après c'est le directeur et la présidente qui parlaient avec moi et qui dit bon bah voilà, c'est l'équipe, on a refait le budget et tout. L'équipe c'est pas possible quoi. L'équipe de pro c'est pas possible, ça va pas se faire. On est obligé de la couper quoi. En gros vraiment le mot c'est couper. On coupe l'équipe pro et évidemment on garde les filles qui venaient de faire demi-ligue des champions quoi. Et championne de France etc. Donc je rentre chez moi, j'appelle mon père et j'ai le téléphone au sol. Moi je suis au sol. Je pleure toutes mes larmes, je pleure tout. Je dis putain, on met encore des bâtons dans les roues. Genre, j'étais vraiment là, j'étais plus bactère déjà que putain, c'est dur. J'avais commencé j'allais avoir mon premier contrat en pro. Un contrat, ça y est, je peux enfin vivre et tout quoi. J'avais mon appart et tout, ça y est quoi. Et là encore, c'était vraiment une goutte de trop. Genre, j'ai mis quelques jours à digérer ça, c'était long. Et du coup, après, comme je dis, bah ouais, tout s'arrête. Faut retrouver une solution vite. Comment on va faire? Et je voulais quand même rester en France. Et du coup, bah, après, je suis Parti à Lille, c'est ouais, ça? je suis parti à Lille et j'avais le choix. Je pouvais encore m'entraîner à Metz, mais en final, de rester dans la salle, revoir les gens et tout, ça m'a fait trop mal. Et du coup, bah, après, c'est pour ça, je jouais en club à Lille et je m'entraînais à Montpellier. Donc là, c'était un peu compliqué, mais c'était sympa. Donc c'est à ce moment-là où tu as commencé à t'entraîner à Montpellier. Ouais. Et pareil, pourquoi tu vas t'entraîner à Montpellier? Bah, parce que j'avais déjà fait des stages là-bas. Je m'entendais bien. Il y avait Esteban qui était à Montpellier. Il venait de prendre un entraîneur, Vincent Avril. Je connaissais bien bah, Stéphane, hein, le père d'Alexis et Félix. Alexis et Félix étaient déjà là-bas. Alexis, il est 40-50 mondial. Félix est 80-90 mondial, 100 mondial, même pas, je crois. Donc je me suis dit, bon, bah, si je vais là-bas, il y a des bons joueurs pour s'entraîner, etc. Donc je les appelle et let's go, quoi, viens tenter. Viens tenter l'aventure. Et ça s'est fait archi naturellement. Si t'aimes pas, tu n'aurais pas besoin de rester, t'inquiète et tout. Et en fait, j'ai adoré, quoi. Et est-ce que tu as senti une différence dans l'entraînement là-bas ou c'était plus ou moins ce que tu faisais à Metz? C'était quoi le modèle? Non, totalement différent. Totalement À Metz, différent. c'était vraiment un centre d'entraînement réservé pour le haut niveau où tu t'entraînes dans des conditions où il n'y a pas de bruit, il y a de la place. Montpellier, c'est un club. C'est pas un centre, c'est pas un pôle, c'est un club. Donc, c'est-à-dire que tu partages la salle avec les écoles, avec ceux qui vont à la fac, avec le club, avec tout le monde. Donc, la salle, forcément, elle est plus sale, il y a du bruit, il y a moins de place. Et après, tu n'avais plus cette culture du jeu là-bas. Donc, en fait, c'était beaucoup de matchs, un peu moins d'entraînement, beaucoup plus de matchs, de comptage. Même sur les frères, sur Bien Alexis sûr. et Félix? Bah, c'est eux qui ont baigné dans ça depuis tout petit, hein. Faire des matchs tout le temps. Eux, ils étaient vraiment dans ça. Et c'est quelque chose, c'est la culture à Montpellier. Il y a 20 ans à Montpellier, c'était déjà ça. Faire des matchs tout le temps, c'est la culture qu'il y a eu dans la salle, quoi. Et qui se garde encore aujourd'hui. Donc ouais, c'était différent. Donc j'ai eu une bonne période d'adaptation parce que bah, je change tout mon entraînement. C'est s'entraîner avec du bruit et tout. Voilà, c'est quelque chose que j'avais plus l'habitude. Au niveau de l'entraînement, qu'est-ce que tu penses avoir appris à Montpellier, à s'entraîner avec eux, que tu n'avais peut-être pas avant? Qu'est-ce que tu aimes bien en dehors peut-être des matchs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait un peu leur succès, j'ai envie de dire? Bah, il y a déjà à apprendre à s'entraîner dans de mauvaises conditions. Je ne dis pas que la salle elle est cata, hein. Mais voilà, des fois on se retrouve à des 4-5 tables par travée, genre vraiment assez serré, quoi. Pour du haut niveau, là tu n'es pas dans la qualité, tu es plus dans la quantité, quoi. Et donc déjà, bah, y a ça, apprendre à… Des fois, on ne s'entraîne même pas en 3 étoiles, des fois. Des fois, on s'entraîne avec des balles d'entraînement, hein. Tu dis ça à l'heure d'aujourd'hui, c'est impossible. Mais c'est la réalité. La dernière fois que je suis entraîné, il n'y avait pas de balles 3 étoiles, on s'entraînait avec des balles d'entraînement. Ouais.
Donc il y a ça où tu sors complètement de ta zone de confort. Ça, c'est le truc le plus fou. Et qu'après, il y a ce truc de groupe et de jeu, en fait. Tout le temps des matchs par équipe, les plus jeunes qui viennent voir les grands pour se challenger, des matchs à handicap tout le temps. Donc en fait, il y a cette culture du match, mais aussi il y a cette culture de la discussion, où en fait, c'est un endroit où on discute beaucoup, on échange beaucoup sur notre ping, les joueurs s'entraident entre eux, il y a de la concurrence, mais on dit ça en concurrence externe, émulation interne. C'est un peu vraiment la base. On va aller manger ensemble le midi, on va parler de ping, on va discuter de notre ping. Ouais. Et au début, même moi, de m'ouvrir sur mon ping, c'était dur. Mais après, c'est naturellement, maintenant on parle, on échange et il n'y a pas de mauvais conseils. Après, c'est toi de faire le tri, mais il n'y a pas de mauvais conseils. Entre nous, Ouais, bien sûr. Hein. Donc, ouais, c'était ça. Et voir toute cette passion de ping, ouais, on joue le jeu, il faut jouer. Ok. Faut jouer. Et la notion du coup de plaisir, elle est hyper importante. Et au tout début, ou quand ils ont commencé un peu à exploser, les Lebrun, on a beaucoup vu dans les médias, tu vois, le truc où ils faisaient des exercices, ils jouaient aux échecs et tout. J'imagine que ça, c'est anecdotique et je ne pense pas qu'ils le fassent toutes les semaines ou à tous les entraînements. Mais est-ce qu'il y a cette notion de jeu, de créativité dans l'entraînement? Tout le temps. Tout le temps. Il y a même des fois, inventez un exo, faites un exercice qui sort du commun. Il y a des moments, bon, plus trop maintenant, mais on prenait le temps, il faut inventer un service. Nous, on fait des jeux, on appelle le jeu du net. Le point, il compte que quand il y a un filet ou une carotte, quoi. Tu vois, des trucs qui sortent du commun. Donc, plein de trucs comme ça. Tu fais un coup à l'américaine, un coup à la normale. En fait, tu inventes plein de trucs. Et pareil, dans le physique, on met beaucoup le cognitif en même temps. Donc, en fait, être monté dans les tours au cardio et en même temps pouvoir réfléchir. Okay. Donc, oui, c'est anecdotique les échecs, mais au final, c'est quelque chose qu'on fait. Pas forcément avec des échecs, ça peut être avec des jeux de cartes. Ça peut être avec les fléchettes, il faut viser et avoir le cœur parce qu'on a un sport, faut être archi précis et tu as le cœur qui monte. Donc, c'est beaucoup, on invente beaucoup. Alexis et Félix sont très créatifs sur ça, ils sont très forts sur ça. Et pareil, avant les échauffements, des fois, c'est des jeux, on va faire des volets, mais on va changer les règles du volet. On va faire plein de trucs. Okay. Et en fait, on est beaucoup dans le truc, il n'y a pas de règles. En fait, ce que je trouve bien dans cette méthode-là, c'est que le ping-pong, très rapidement, quand on s'entraîne beaucoup, on peut trouver ça un peu fatigant dans le sens où c'est tout le temps la même chose, et exercice de rythme, après on met du service, etc. Et j'imagine même pas les joueurs qui s'entraînent 2 fois par jour. Je l'ai jamais fait personnellement, mais du coup ça casse un peu ce truc-là où j'imagine que tu as certains joueurs pros qui à un moment donné ils n'en peuvent plus de s'entraîner. Est-ce que tu sens que ça joue cette méthode-là dans même ton kiff de jouer au ping? Ah oui, ça joue, ça amène sur la fraîcheur physique et mentale. Parce que tu as ces moments de détente, entre guillemets, mais après, comme je te dis, c'est aussi la vision à long terme. Hein. Tu sais qu'à un moment, tu vas bosser ça. Tu sais que moi, je me rappelle, je crois que pendant 1 an, je n'ai pas fait de 2-2. Pendant 1 an, l'exercice de 2, je ne l'ai pas fait. C'est sympa, du coup, ça. Ouais, j'étais content. Tu vois, donc il n'y a pas de règle, mais oui, je suis d'accord que ça amène cette légèreté et c'est le truc à Montpellier qui se fait et qui est dans la salle et qui vit dans la salle. Et que moi, je prends énormément de plaisir. Et maintenant, je suis devenu comme ça aussi. Dès que je vais dans une autre salle, j'essaye d'amener ça comme je peux. Depuis que les Lebrun sont top 10 mondial, peut-être Alexis un peu moins maintenant, il y a énormément de Français, il y a quasiment, je crois, 10 Français dans le top 100. Est-ce que tu penses qu'ils ont eu un vrai impact dans l'émulation qu'il y a eu avec tous les Français? Ou alors tu sais juste qu'il y a une bonne génération Oui. Inconsciemment, oui. Parce qu'au final, toute cette génération, c'est un peu ma génération 2000, 2001 qui arrive à maturité et qui commence à exploser. Quand on voit qu'on est, on est 10 joueurs dans le top 100. Après, tu as eu un joueur comme Joey qui s'est beaucoup blessé, mais là, pareil, il a retrouvé un bon truc pour atteindre le top 50. Mais évidemment que ça a joué, ils ont montré que c'était possible. Que évidemment, Félix, il est doué depuis tout petit. Alexis, il a eu beaucoup de blessures, mais il est arrivé. Simon, qui est là depuis longtemps, ils ont montré que ouais, c'est possible. Et c'est ça qui est anecdotique, c'est qu'il n'y a jamais eu de joueur aussi fort, il n'y a jamais de joueurs qui ont voulu être aussi forts, mais les places en équipe de France n'ont jamais été aussi chères. Quand je te dis, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai ce classement-là, je vais au JO à Tokyo. C'est alors que je suis numéro 10 français, là. Il y a même pas je suis loin. Ouais, parce que c'est quoi? C'est Cassin, je crois qui était 120 mondial, je crois. Donc, tu vois, donc la génération, elle est folle. Elle est folle et puis ça arrive derrière, je ne sais pas encore si ça va suivre derrière, mais ce qui est sûr, c'est qu'eux, ils ont montré que c'était possible et en même temps, ils ont démocratisé le sport et maintenant d'avoir ce truc, je fais du ping et c'est un sport, voilà. Toi, ça t'arrive qu'on te reconnaisse dans la rue?
Non, ça m'est arrivé une ou deux fois, mais Ouais. très rare. Des pongistes, quoi. Ouais, voilà, des progistes ou des mecs qui m'ont vu sur une vidéo, machin, mais Ok. très rare. Mais Alexis et Félix, c'est toutes les 2 minutes, je pense. Ouais, donc à Montpellier, quand vous sortez. Ah oui, oui, c'est tout le temps. Ouais. Bon, surtout qu'ils ont des visages qui Voilà, en parlent. plus, ils marquent et tout le monde les connaît. Et voilà, c'est surtout Félix, mais Alexis, au final, c'est pareil. Et j'adore quand il y a Alexis qui arrive, il fait Ah, ça va, Félix. Chaque fois, on rigole, parce que du coup, bah, ils ne les voient pas, ils confondent des deux, mais c'est marrant. Mais ouais, eux, c'est des vrais stars, quoi. Donc, c'est bien, hein, voilà, mais donc, des fois, il faut faire aussi un peu attention, quoi. Et est-ce que c'est des passionnés comme toi? On en parlait un peu dans la voiture, mais tu regardes toutes les chaînes YouTube, tu t'intéresses vraiment au ping et tu adores parler ping-pong. C'est vraiment le cas eux aussi et c'est ce qui fait leur Ah oui. force. Ah oui, oui, complètement, complètement. Bah, Félix, c'est sûr, la vidéo, là, il va la regarder. Bah, j'espère. Non, mais pareil, Félix, c'est un traqué aussi, hein, il regarde tout. Il regarde des matchs aussi, loin des tournois, il regarde des vidéos de tournois, les vidéos de le sport, je sais qu'il regardait. Les trucs, les réels sur Insta et tout, il regarde tout le temps. Là, j'ai mon coach, il commence à faire des vidéos et tout, même ça, il regardait alors que ça sort de nulle part. Ouais, il est à fond, et Alexis aussi. Un peu moins, parce que Félix, c'est vraiment. Ouais, Il regarde tout. matrixé. Il adore Ok. ça, les résultats et tout. Dès que j'ai fini le tournoi d'Herblay ou de Courbevoie, bah, c'est sûr, il allait voir les résultats. Il regarde tout, c'est un traqué de ça. Il prend son petit temps à regarder, il aime bien. Ok. Un peu moins qu'avant, parce que maintenant, voilà. Mais ouais, il est fou, ça. Passionné aussi à fond. Ok. Trop, des fois. Trop. Il y a un moment, il y avait ce débat, ils ont interdit Félix de jouer au ping, quoi. Arrête de t'entraîner, repose-toi, quoi. En fait, lui, il voulait s'entraîner, il voulait jouer. Et puis, je sais pas, il y avait une période, genre vraiment, ils l'ont interdit de jouer, quoi. Ils l'ont interdit, t'entraînes, viens pas à la salle. D'accord. Mais tu le sens jamais lassé? Ah, si. Si, des fois, oui, des périodes, des coups durs, mais il repart tout le temps. Il a ce truc en lui qui fait que, je pense qu'il a sa vision, il sait où il va et qu'il a des coups durs, parce que tout le monde en a, mais il y va, il va tout faire pour y arriver. Et il a ce truc en lui sur ça, et puis tout petit, hein, quand il raconte dans les reportages qu'à, je sais pas, à 7 ans ou 8 ans, il se dessine sur le podium des JO, quoi. Voilà, moi, je voulais être dans les 1000 premiers français, lui, il se dessinait vraiment sur le podium des JO. Et pour l'instant, voilà, il est numéro 4 mondial, j'espère, quoi. Eh ben, ça nous fait une bonne transition. Toi, alors t'as pas fait les JO, mais en tout cas, tu as été sparring partner sur les JO à Paris. Comment ça s'est fait déjà? Pourquoi toi, tu as été sélectionné? Je sais pas si tu étais sélectionné pour être sparring. Ouais, mais moi, c'était pas avec l'équipe de France, c'était avec le Luxembourg. D'accord. Donc, Ok, ouais. Ok. Ouais, moi, en fait, j'ai réussi à faire le doublé où je fais toute la prépa avec l'équipe de France. Ah oui, donc c'est ça. Ouais. Alors, tu as fait la préparation avec l'équipe de France, mais par contre, le sparring, tu l'as fait Sparring avec le Luxembourg. d'accord avec Lucas. Avec Lucas Mladenovic. Mladenovic, Sarah Denut et la Nixia Liane, la doyenne du tournoi. Ok, ouais. Et du coup, j'étais avec eux, on s'entraînait avec eux. Sur la Fédé, du coup, bah, moi, c'est pareil, l'équipe de France, c'est le plus important. Mais du coup, ils avaient pris Esteban qui était gaucher et Rémi pour la défense, Rémi Betlu. D'accord. Et donc, moi, bah, Luxembourg, il me propose, bah, évidemment, je vais venir. Évidemment, c'était la folie, quoi. J'avais mon accred et tout, j'ai pu assister à tous les matchs. J'ai eu la chance de faire 2 nuits dans le village olympique. Ah bon? Exceptionnel. J'ai vu toutes les stars, quoi. J'ai une photo avec Nadal, Alcaraz, Zverev, Antoine Dupont, Karabatic. Ça fait la fête vraiment dans le village? Ou c'était Quand je suis encore- arrivé, la fête, non, mais je suis arrivé, en fait, même les stars, ils sont super heureux d'être là. Et moi, ça m'a marqué. En fait, tout le monde est super heureux d'être là. Tout le monde se dit, ah, quand même, c'est les jeux, tout le monde est super heureux d'être là, quoi, c'est fou. Après, j'étais pas dans le village pendant la compète, je suis arrivé un tout petit peu avant. Ah d'accord. Ah, donc, C'est pour ça que j'ai pu être dans le village aussi, hein. Voilà, juste avant que la compète commence. Mais tout le monde est super heureux. Il y a une ambiance générale, c'est pas la fête, mais c'est joyeux, quoi. C'est joyeux, ça danse dans tous les coins, ça met la musique, ça fait des balades, ça fait des photos tout le temps, ça échange les pins aussi, à cette tradition. Folie, quoi. ouais, Folie. incroyable. C'était fou. Et pour le ping, j'imagine que tu étais là pour, Ah bah les 15 jours. la demi, enfin les demi, la demi de Félix Ouais. et de l'équipe de France. Toi, tu as fêté les médailles avec les gars de l'équipe de France? C'était Ouais, sympa? c'était exceptionnel. Ouais. C'était exceptionnel. Donc il y a la première médaille de Félix où là, on se fait un petit pot commun, où on boit un petit coup et tout. Assez chill. Sur le lendemain, il y avait les par équipes qui commençaient. Donc assez chill, mais bon, exceptionnel. Et Félix, même lui, il avait du mal à. Il faut repartir. Et en plus, il jouait là. Je crois que dès le lendemain, il jouait
je sais pas, il jouait peut-être le Brésil ou donc peut-être je crois qu'il rejouait Hugo ou la Slovénie, je sais plus, mais je crois qu'il direct il avait un gros match en plus. Donc bref. Et après la demi, donc ils perdent la demi. Et là la place 3-4, c'est un moment en tant que spectateur, j'ai jamais vécu ça quoi. C'était un truc de fou et après ils gagnent. Et là c'était parti. Donc après ils ont eu tellement de demandes, donc nous on les suivait un peu comme on pouvait, mais pareil c'était très restreint. Et après on était avec eux, puis on allait faire la fête et tout. C'était le moment, la fête d'une vie quoi. Hein. C'est médaille au jeu pour 3 joueurs. Félix c'est énorme, ok il a sa deuxième, mais ça y est il partage un moment avec Alexis, avec Simon. Tu as même Jules qui était là, tu avais Nat et puis il y avait tout le monde. Bon, on en parle encore, il y a des anecdotes de fou. C'était monstrueux quoi. Ça donne envie, j'imagine. Bah ouais, c'est des moments de vie que tu rêves. Tu rêves hein, tout simplement. Déjà les JO, tu rêves. Et la médaille, ok, c'est pas la mienne, mais j'ai pu toucher la médaille. Leur médaille, je te dis quand même la médaille au jeu quoi. C'est exceptionnel. Je peux pas faire mieux quoi. Au niveau de l'effervescence, tu l'as vraiment ressenti. Moi, je suis allé voir, je crois que c'était les 8e ou quart, je sais plus. Il y avait une ambiance de folie. Tu as vraiment senti que le ping était en train de basculer ou pas? Petit à petit. En fait, nous, on avait ce truc avec, je crois que c'est avec Jules, on regardait les abonnés de Félix, je crois. Oui. Qui prenait, je sais pas, 30, 40 000 abonnés par jour. Il est monté à 300 000, je crois. Ouais, c'est ça. Et après, on comparait les mecs. Parce que nous, on était beaucoup basket et on regardait genre les mecs dans de colo et tout, ils ont moins d'abonnés que Félix. Je dis, mais c'est pas possible et tout, c'est nimp. Et là, je fais, waouh, ça prend un truc. Puis dans la salle, il se passait un truc, il y avait un chaudron. Puis le public français, en vrai, le public français, il est exceptionnel. Et il y a ce côté patriote, c'est que, bon, bah, Félix, il a tous les codes, quoi. Le petit blondinet à lunettes. J'ai un mec qui fait du sport de haut niveau à lunettes, déjà, ça n'existe pas, quoi. Donc en plus, sa tête, elle est passée partout, machin. Et là, tu sens que ça prend une dimension de fou. Et quand je vois maintenant ce qui se passe dans tous les clubs ont explosé, quoi. Et à Montpellier, tu as un joueur sur 5 qui joue en porte-plume maintenant. Avant, tu en avais un dans une salle max. C'est un joueur sur 5 maintenant. Ouais, tu t'en vois beaucoup maintenant des petits. Bah oui, normal. C'est fou. Dans le reportage, je ne vais pas forcément parler des JO, mais tu dis que le fait aussi de jouer avec Félix, Alexis, de les suivre sur les compètes, et toi-même, tu as commencé à faire les compètes à l'international, tu as commencé aussi à jouer avec des Ovtcharov, un peu des légendes du ping. Est-ce que tu as une anecdote sur un joueur, peut-être une légende du sport? Je ne sais pas si tu as l'occasion de jouer par exemple avec Timo Boll ou un de ces joueurs-là que tu pourrais partager? Bah non, moi j'ai la légende. Bah, j'ai la petite là comme ça qui me vient. C'est moi forcément j'ai grand fan d'Ovtcharov, hein, j'ai son poster dans ma chambre et tout. C'était dingue. Et c'est lui, il m'envoie un message. Il avait je sais pas chopé mon numéro je pense. Il m'envoie un message et puis il signe Dima, je sais pas quoi. Et là, je prends le temps de réaliser. Dima, il m'envoie un message pour s'entraîner. C'était quelle compétition? C'était au Champions à Montpellier. D'accord. Et au final, après, il m'envoie le message et tout. Et il me dit, bon, on se tient au courant. Moi, en plus, moi, c'était la priorité équipe de France. Je suis deg, j'avais Dima. Et au final, il y avait Alexis qui s'est calé dans mon programme et tout. Donc du coup. Dit non à Dimitri Ovtcharov. Du coup, j'ai dit non. J'étais deg. J'étais dégoûté. Alors que lui, moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai pris son oral m'a traversé, quoi. Il dégage un vrai truc. Hein. Là, je sais pas, quand tu es autant médaillé au JO, c'est que tu as quelque chose. Sinon, qu'est-ce que. Tu t'es déjà entraîné avec les Chinois? Non, ils sont assez. C'est difficile? C'est serré. Non, j'ai pu jouer avec les Japonais. Je les ai même battus. Je crois qu'une de tes meilleures perfs, c'est. Il n'était peut-être pas aussi bien classé au Matsushima. 28 mondial. Non, 30 mondial quand j'ai battu. Ouais, c'était fou. Les Calderano, je sais pas, peut-être. Non, Hugo, justement, non, j'ai pas fait. Truls, ah bah oui, Truls. Truls, le truc, c'est que maintenant, c'est devenu un pote, quoi. C'est que Truls, moi, j'étais allé dans son centre d'entraînement en 2020 déjà. Donc, du coup, là, on s'échange, on discute plein de fois, on s'entraîne ensemble. Donc, forcément, quand on s'entraîne ensemble, c'est toujours super sympa. Ouais. Mais du coup, ça m'a moins fait effet de star, tu vois, qui m'envoie un message. Et ça joue vraiment bien, lui, parce que forcément, hein, ça joue. Mais c'est très atypique, mine de rien. Comme ça. En fait, nous, par rapport à mon niveau, quand tu fais tous les exos de rythme, etc., donc je sais pas, les exos classiques, hein, revers milieu, revers coup droit, le 2-2, le top, c'est 50-50, quoi, plus ou moins. Il n'y a pas de diff. Tu vois, nous vous entraîner tous les deux, il n'y a pas de diff. Par contre, dès que tu commences à mettre du service remise avec un peu d'incertitude, etc., là, je me fais bouffer, quoi. Je me fais bouffer. Maintenant, je résiste plus grâce à Alexis et Félix.
où je peux plus encaisser. Mais tu lui mets un grand coup, il te fait bloc coupé comme ça, t'es pas bien, tu la pousses, il arrive, il l'arme, il te met une tarte comme ça. Donc c'est dans la variation où il est vraiment fort? Ouais, il varie tout le temps les rythmes, les hauteurs. Et puis des fois il frappe, des fois il met beaucoup d'effets. Donc sur ça, il est dingue. Sur ça, il est vraiment. Et puis il sert trop bien. Ouais. En fait, du coup, tu as tout le temps un temps de retard au service et tu arrives du mal à l'empêcher de prendre son coup droit, etc. Donc, ouais, il a un temps d'avance sur toi, ouais, tout le temps. Ouais. Mais non, moi, là, l'anecdote, en gros, j'ai pas joué avec, mais moi, c'est le premier truc où je me suis dit, ah là, je commence à être dans le top niveau, c'est au JO, quoi. Au JO, où je m'entraîne avec Lucas et la table à côté, donc vraiment à 1 mètre, c'est Malong et Fanzenon qui s'entraînent à côté de moi. Ok. Et là, T'as hésité à demander un autographe ou pas? Ouais, j'étais pas bien là. Et non, du coup, ce Malong, là, c'était vraiment le chinois que j'ai le plus suivi. Là, c'était fou. Là, je fais, putain, Malong est fan là, genre là, quoi. C'était fou. Et là, c'était le rêve de gosse et tout. Mais ouais, moi, c'est Dima le premier qui m'a vraiment marqué. C'était vraiment lui. Tous ses best-of, j'ai tout vu. Genre, il y avait tout. Puis européen. J'ai essayé de servir comme lui. Et sur service du revers, j'ai vite arrêté. Mais le marteau, j'ai fait comme lui aussi. C'est vrai que dans les vidéos il y a 10 ans, tu servais marteau. Ouais, c'est de Dima, hein, je me suis inspiré de lui. Okay. C'était génial. Incroyable. Ouais. J'aimerais du coup parler avec toi maintenant de l'aventure en double, forcément, avec Esteban Dor. Comment le projet déjà il est né? Est-ce qu'il est né à Metz quand tu vous entraîniez tous les deux au centre? Comment ça s'est passé? Alors le projet non, mais à Metz, oui, on a commencé à discuter, pas discuter, je veux dire à faire des doubles ensemble en pro, même à un moment sur un tournoi à l'Open de France, on a fait des petits doubles, etc. Mais pas de projet, en détente, quoi, parce qu'il fallait qu'on joue en double ensemble. Par contre, quand je suis arrivé à Montpellier, lui, il a été champion de France en double avec Alexis. L'année d'après, c'est Félix qui est champion de France avec Laurent Kova. Et ça y est, à un moment, les frangins, ils se disent on s'associe, etc. Et puis avec Esté, moi j'ai déjà 5 ou 6 médailles au championnat de France senior, je pense, en double. Et bref, Esté, voilà. Et en fait, voilà, on jouait plus ou moins les mêmes tournois, on avait plus ou moins le même niveau en simple, gaucher, droitier. On s'est dit, bon, allez, on se lance. Et c'est octobre 2023 quoi. On commence à se lancer sur le circuit et à s'entraîner en double. Mais vous vous lancez en mode, on peut aller chercher quelque chose dans le sens où il n'y a pas énormément de pairs, en tout cas tu n'as pas tous les meilleurs joueurs qui font les doubles, ou c'est juste on va faire les doubles et on va kiffer? Non, on fait le double, on kiffe au début. On kiffe, etc. On en fait un peu à l'entraînement, mais on kiffe. Et en fait, on se rend compte, la première compète c'est kata, après ça commence à être de mieux en mieux, et au final on gagne un feeder. Et là, on se dit, bon, ok, sympa. Et petit à petit, puis après, il y a le règlement des championnats d'Europe qui sort. Et championnat d'Europe en simple et en double, où le règlement, il dit il y a 2 paires par pays pour l'équipe de France. Parce qu'en gros, c'est le quota. Si tu as, je sais pas, 2 joueurs dans le top 30 mondial, ça débloque en gros des places. D'accord. Voilà. Et du coup, 2 paires en double. Et nous, on est là, on regarde les paires potentielles en double. On se dit, ouais, ok, il peut y avoir eux, il peut y avoir eux. Mais nous, on a une carte à jouer. Et du coup, à partir de là, de février, je crois, le projet s'est lancé. Le projet, on va chercher les championnats d'Europe, quoi. Où là, on a commencé à jouer plus en plus ensemble. On fait vice-champion de France. On commence à faire des tournois. On part l'été pour des tournois exprès. Vous gagnez à Lima. Voilà, on va à Lima. Et ça, Lima, tu prends les 400 points, tu gagnes un contender. Ça nous place, je sais plus, top 15, top 20 mondial. Vous montez super rapidement au final. Du coup, 400 points, c'est énorme, quoi. Et après, on enchaîne, on refait une finale d'un contender en perdant Lin Chidong et Xu Yinbin, je crois, donc une paire chinoise. On fait finale d'un contender. On fait des matchs de fou, on a sauvé des balles de match, c'est la folie. Remontada, quoi. Et puis là, on nous annonce que ça y est, on va être pris aux Europes, quoi. Et là, c'est tous les deux, première sélection en équipe de France. Mais vous vous y attendiez pour le coup? Après Lima, on savait qu'on était vraiment bien. Ouais. Et là, on refait finale au contender, on se dit, bon, là, c'est sûr normalement. Sauf que l'équipe de France n'avait jamais fait ça. Ils avaient pris le double, donc les premiers, donc forcément Alexis et Félix. Mais par exemple, ils auraient pu mettre, je sais pas, Lilian et Jules ensemble, ce qu'ils ont fait tout le temps. Lilian et Jules ou Thibaut et un autre. Et chaque année, tous les 2 ans, ils ont fait ça. Ils ont associé des paires par défaut. Ouais, et ceux qui jouent en simple, surtout. Et ceux qui jouent en simple, donc ils n'ont jamais amené 2 joueurs que pour le double. Et nous, on a réussi à casser les codes de ça parce qu'on a réussi à monter top 10, quoi. On a réussi à monter dans le top 10 mondial. On a réussi à casser les codes. Et ça, c'était notre première grande victoire
pour après, forcément, on a été sélectionnés. C'était folie. Ouais. Et vous les aviez sondés en amont? Non, nous, on est juste allé voir, ok, c'est quoi le règlement pour les machins. Ok, il y a la première paire qui sera qualifiée. Et après, c'est choix du DTN, quoi. Donc, ok, si c'est choix du DTN, on va leur montrer qu'on peut être un bon choix. Et juste à leur montrer qu'ils n'ont plus le choix, en fait. Okay. Et c'est ce qui s'est passé. C'est qu'on était top 10, ils n'avaient plus le choix, quoi. Ils étaient obligés de nous prendre, en gros. Nous, on l'a vu comme ça. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça s'est fait comme ça. Et du coup, on est allé aux Europes, quoi. Incroyable. Et du coup, première fois que tu es sélectionné pour des championnats d'Europe, je crois que sur la compétition, tu étais un peu stressé, Oui, tu disais. le maillot, il était lourd. Ouais. C'était lourd, ouais. C'était dur, ouais. Premier match, on s'en sort bien et tout. On jouait table annexe, quoi, table 12, je crois, donc c'était bien. Deuxième match, on joue au central, donc grande aire de jeu, machin. Moi, j'ai quand même bien pris la pression. Avec Esté, on a commencé à paniquer à deux, mais parce que on n'avait pas encore tous vécu ensemble. Ouais. Donc, première grosse défaite, parce que on avait un tirage archi favorable, quoi. Puis en quart, on jouait les Moldaves, le Ursu et Maciek, ceux qu'on a joué au monde. Donc, qui avaient battu les Belges. On partait 4, quoi. Donc, on était protégés au tirage. Donc, ouais. Déception, du coup, j'imagine? Oui, complète. Grosse déception. Sur la première sélection, on a montré qu'on était capable et on n'a pas réussi. Donc, grosse déception, mais on a continué. On a continué, ce qui nous a emmenés. Et avant de parler justement des championnats du monde, vous avez continué justement. Finals. Il y a eu les finals, avec la célébration un peu iconique. Ouais. Il y a eu les finals, mais il y a tous ces tournois qui au final vous coûtent quand même beaucoup d'argent pour très peu de rentrées finalement. C'est pour ça qu'il n'y avait aucun double au final. Parce que nous, les premiers tournois, c'était entre 1200 et 1500 euros le tournoi. Et puis ST, quand on gagne notre premier tournoi en Italie, on a 60 euros chacun, quoi. Donc là, on se dit, ok, on comprend pourquoi les autres. Littéralement, vous gagnez 60 euros chacun. Ouais, c'est 200, je crois que c'est 250 $ à deux, mais avec les taxes et tout, ça nous a fait 60 euros chacun. Donc on s'est fait un bon resto, quoi. Voilà, quoi. Mais non, c'est pour ça qu'au final, le double, il coûtait très cher. Le double, ça coûtait cher. Et puis les mecs, ils disaient, de toute façon, en double, il n'y a jamais eu de sélection que pour le double et tout. Mais nous, en fait, on a vu ce truc-là, on a cassé les codes de ça. Ouais, vous avez vu la brèche. On a vu la brèche, on y allait à fond et on y allait. C'est Vincent, il nous a beaucoup poussé aussi à ça. Ok. Donc, trop bien. Parce que vous vous entraînez souvent sur Montpellier. Ouais, du coup, c'est sur notre prépa, c'était à Montpellier qu'on la faisait. Et puis avec Vincent qui était là, donc c'était trop bien. Et en équipe de France, c'était Patrick Sheila qui nous gérait, donc qui était plutôt un bon joueur de double, donc sympa. Ouais, carrément. Et sur les finals, c'était incroyable, c'était au Japon. Folie. Expérience de fou, non? Fou, avec Kesté, on est tous les deux, encore lui plus que moi, mais tous les deux des grands fans du Japon, la culture japonaise, etc. Et finals, dans les 8 meilleures paires du monde, associés aux 16 meilleurs joueurs du monde en simple. Putain, on est là-dedans, quoi. Et surtout, cette fois-ci, vous jouez bien. Et là, ça y est, on commence à avoir l'habitude des grands cours centraux, de la pression du public. On commence à développer ça. Et puis, on joue dingue, on gagne notre quart finale. C'est direct en quart, hein, on aurait pu faire 3-7 et retour maison. Ouais. On y va en quart, on gagne. Bon, on joue les brothers en demi, on perd. Mais on reste avec eux, on s'entraîne avec eux et ils gagnent les finals. Et puis vous perdez à la Belle, c'est ça? Non, on prend 3-0 là. Non. Ah non, c'était en finale des France où vous perdez. Okay. On perd 3-0, mais après ils gagnent sur les Japonais, ils deviennent numéro 1 mondiaux et ils repensent pareil à leur association en double, qu'au début, pareil, ils n'avaient pas envie de jouer en double ensemble, ils n'y arrivaient pas, ils étaient nuls. Et après ils étaient numéro 1 mondiaux et c'était d'avoir pu partager ça. Il y a vraiment, on en parle encore des finals au Japon parce qu'il y a eu un vrai truc entre nous. Il y a un vrai truc qui s'est déclenché. On a vécu un truc très fort à 4. Très, très fort et on en parle encore. Tu vois, ils ont fait les finals, ils ont fait Singapour, ils ont fait des bons résultats en double. Ils ont gagné le smash à Singapour. Ils ont dit ça vaut jamais le finals parce qu'on a vraiment vécu un truc de fou à 4. Ouais. Nos premiers finals, etc. pour nous, mais pour eux, non. Tu viens numéro mondiaux, tu es là, on était qu'avec Nat. On a vécu un truc très fort. Et ça a déclenché beaucoup de choses après sur la suite. Et quelque part, j'imagine que ça vous a donné confiance. Vous aussi, toi, avec Esteban, en mode, là, clairement, il y a une vraie carte à jouer. Et puis, vous commencez à avoir l'habitude, comme tu dis, de jouer devant du public. Ça part de là. 2 mois après, on fait demi-finale à Singapour Smash.
on a réussi à avoir une wildcard. Le problème, c'est qu'on ne peut pas jouer les Smash normalement. C'est qu'une paire par pays. Donc on est tout le temps bloqué. Donc on est tout le temps obligé de demander les wildcards et tout. C'est un enfer. Donc en fait, potentiellement, vous pouvez jouer que si les frangins et les Je joue frères. pas, voilà. Est-ce qu'ils vous disent à l'avance Bah, ils jouent. Ils sont obligés. Le Smash, ça coûte trop cher en points et tout. C'est trop important. Tu fais une demi d'un Smash, c'est 700 points. Tu gagnes un Star Contender, c'est 600 points. Donc ça vaut. Et pour les wildcards, comment ça marche? C'est vous qui vous faites des demandes? Bah, c'est via la Fédé qui fait des demandes et tout. Qui fait des demandes et après, bah, bonheur la chance. Ok, et là, il y en a de prévus ou pas? Comment? Il y en a de prévus? Tu sais, les wildcards, tu sais une semaine avant. Ah oui, d'accord. Donc tu fais ta demande et tout. Donc, là, il va y avoir les Smash, aux États-Unis, en Suède, en Chine. Donc voilà, États-Unis, je pense pas, mais Suède, on va peut-être faire une demande de wildcard. Mais c'est pareil, tu sais une semaine avant. D'accord. Donc c'est compliqué pour vous du coup. Bah, et puis imagine les wildcards l'année des Jeux, quoi. Comment elles vont coûter très très cher. Ça va être hyper important. Oui. Ouais, carrément. C'est hyper déterminant même. Ouais, bon, ça, on en parlera juste après aussi dans tes objectifs à venir. Est-ce qu'on peut parler maintenant des championnats du monde? Première sélection championnat du monde. Bon, résultat qu'on connaît tous, incroyable. Ouais. Est-ce qu'il y avait une pression où vous aviez cette expérience des championnats d'Europe et du coup, ce qui vous a permis aussi de mieux gérer la compétition? Bah, en fait, déjà, ouais, on arrivait avec l'expérience qu'on a eue avant des championnats d'Europe, des grands tournois, etc. Et moi, je me rappelle, on a eu une grosse prépa pour les championnats du monde à Nantes, avec l'équipe de France, avec tout le monde. Et moi, j'avais parlé aux entraîneurs, je discutais avec eux, je veux arriver au championnat du monde comme si j'en avais déjà fait 10, quoi. Et on a eu des discussions un peu tous les jours par rapport à ça, avec Patrick, qui s'est livré, où il m'a raconté des anecdotes de lui, avant sa place 3-4 au JO, où il se chiait dessus complet, machin. Il me racontait plein d'anecdotes comme ça qui m'ont fait être dedans, ou comme si j'en avais vécu plus ou moins un, quoi. Mais c'était un truc de… Parce que moi, je savais que le moment le plus important des championnats du monde, j'allais me chier dessus. Je suis parti au championnat du monde en sachant ça. Mais par contre, j'étais honnête avec moi-même et ça a tout changé. Aux Europes, je me disais non, je ne suis pas tendu. J'étais comme ça. Non, je ne suis pas tendu, ça va. Ouais. Je me voilais la face. Là, je savais. Donc déjà, tout ma prépa, tout a changé. Et on était surpréparés et on avait la connexion entre nous. On arrivait vraiment on arrivait au prime, quoi. On arrivait à notre prime au championnat du monde en donnant tout pour la prépa. Et après, bah, voilà, c'est parti, match par match, direct dans un tableau. Donc, il faut être bon. Déjà, on est protégé, c'est cool. On partait 5, donc on partait dans les 8. Donc, c'est déjà bien. Je me souviens du tout premier match que vous faites. Je me souviens l'avoir regardé. Vous meniez, je crois, 2-7-0. 2-0. Et vous faites remonter. Et là, tout de suite, on se dit, ah, ça y est, ils vont nous faire comme le championnat d'Europe. Ils vont se faire serrer au premier tour. Ouais. Bah, Au final, non, ça passe. Ouais. J'imagine qu'aussi un match difficile d'entrée, ça te met dans ta compète. Complètement. Mais complètement, voilà, toute l'expérience, ça fait qu'on a pu gagner ce premier match. Parce qu'on est mené 2-0, c'est sûr. On mène 2-0, on revient à 2-2. Mais pas de panique, on est meilleur qu'eux. On va les bouffer, on sait qu'on va les manger, on sait que ça va aller, on sait comment on va tourner tactiquement, on sait comment ça va aller. Et on gagne 11-2, quoi, à la belle. On a réussi à remettre un cap. Eux, ils nous ont fait 2 sets de fou, hein, pour venir le 3-4. Et après, ça nous lance, quoi. Et après, on gagne 3-0, 3-0, quoi. Donc, dingue. Ouais. Et vous vous retrouvez du coup quart de finale. Match, peut-être un des matchs les plus importants de ta carrière. Oui, jusqu'ici. largement. Vous vous retrouvez en plus une paire Robles-Ionescu, vice-champion du monde, c'était quelle année? 2019. 2019, donc hyper solide. Et moi, ce que je trouve drôle en plus de ça, c'est que tous ces moments-là, tu les as documentés. C'est que la meilleure compétition de ta vie, et ben, au final, c'est la compétition où tu as pris du temps, parce que mine de rien, c'est de l'influx aussi de filmer tous ces moments-là. Et tu peux te dire que même ça aurait pu être… Ouais, ça aurait pu me perdre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et toi, tu as décidé de filmer championnat du monde. J'ai essayé de faire le plus d'insight possible avec Esté, faire les débriefs, etc. Et bah, voilà, ce que je dis dans mon vlog, c'est que le match, il a 1 heure de retard. Et là, ça y est, je me chie dessus, quoi. Je suis pas bien. Je suis pas bien, mais en fait, je m'entraînais. Je voulais que tous mes coups soient parfaits. Donc, je faisais mon coup droit, je voulais qu'il soit parfait. Je voulais en réussir 10-15 de suite. Mon revers, pareil, machin. Et je commence à me tendre, je veux que tout soit parfait. C'est le match de ma vie. C'est le match de ma vie, clairement. C'est quart finale, championnat du monde. Tu en joues un dans ta vie, peut-être. Et c'est le match qui change tout. Donc, tu veux être parfait et tout. Et non, il y a 1 heure de retard. Donc, je me chie, je vais dehors, je prends l'air. Mais il faisait plus de 40 degrés dehors. Je n'étais pas bien. Et ça, du coup, je raconte tout ça.
Et c'était fou. Et puis là, je me dis, mais c'est bon, au final, ça reste un match de ping. Mais ça, c'est facile à dire. Un peu difficile, Exactement. mais par contre, après, tu as joué la folie. Ouais. En fait, j'ai un peu de mal à rentrer dans le match parce que tout ce que j'avais établi pour me détendre, ce que je disais, c'était faire du bruit, donc crier, m'encourager fort, entendre l'impact balle-raquette, courir dans l'aire de jeu. J'avais quand même 3 options pour vraiment me détendre, sauf qu'il y avait Sonic Chat qui joue à côté avec tous les fans chinoises, donc j'entends pas la balle-raquette et quand je crie, je m'entends pas. Donc j'avais que ce truc un peu courir, mais je me sens pas, j'entends pas mes pas, je suis pas bien. Donc ça a été chaud, mais ouais, pendant un set et demi, je passe un peu à côté, mais Esteban, il garde son truc. Ouais. Lui, il était vraiment en détente, il a réussi à avoir ça. Et après, je fais le meilleur match de ma vie, quoi. Et tout ça a été, je pense, ça a été parce que j'étais honnête avec moi. De un, je me suis dit, je me chie dessus et je suis dans le dur. Ok, maintenant comment on fait? J'ai prévu aussi avant, au stage à Nantes et tout, que ce moment allait arriver. Donc au lieu de me chier dessus sur 5-7, il y a eu un 7,5. Forcément, je ne peux pas passer du tout, mais voilà. Et puis après. Fin de match, donc explosion de joie. Esteban qui se met à terre. Est-ce qu'à ce moment-là, tu vois que c'est sérieux directement ou tu dis, bon, il a dû se faire mal, mais ça va passer? Non, juste pour la petite anecdote, voilà, donc moi je perds, voilà, j'ai une sensation dans mon corps extraordinaire. Et puis là, je reprends dans les bras et il me fait, putain, Flo, je me suis défoncé le genou. Et je lui fais, putain, mais moi aussi. Parce qu'en fait, sur la célébration, je rappe mon genou sur le sol, sur le Taraflex. Donc, allez, je suis un peu brûlé, mais c'est tout, quoi. Et je fais, putain, moi aussi, je suis super mal au genou et tout. Et puis là, il voit, et puis je fais, bon. Et puis là, il me fait, je crois que je l'ai croisé. Et là, direct, je suis blanc. Je fais, oh non, pas ça. Et puis en plus, à côté, il y a Félix qui joue son match sur Anjayon, il perd. Donc au final, nous, on a une médaille, mais au final, je suis même pas content parce que Félix qui perd, tout le staff au fond. Esté, il est blessé, on ne sait pas. Et le problème, c'est que Esté, ils font tous les tests, c'est pas les croisés. Et là, je fais, putain, Vamos, c'est parti et tout. Il y a peut-être un espoir. Voilà, fin d'espoir. Puis voilà, il y a le fameux moment que je filme dans la chambre avec sa poche Esté, de glace. où Esté, il est dans le lit et il me dit, Flo, c'est là. On ne sait pas, c'est là, je me lève, je vais mettre le pied par terre et on voit. Il met le premier pied, donc c'est bon. Puis le deuxième, il ne peut pas toucher par terre. Il va faire le scanner et tout, ménisque pété. Et là, on a le temps de réaliser là, ce qui se passe. J'imagine que le sentiment il est hyper ambivalent parce que tu viens de te qualifier pour des demi-finales de championnat du monde. Tu es avec un de tes meilleurs potes. Mais par contre, il se blesse et du coup, vous n'allez pas pouvoir jouer ce match dont vous rêviez tous les deux, j'imagine. Oui, c'est le match de rêve. Tu sais pas, tu as 2 matchs de champion du monde, tu n'as jamais été aussi proche. Mais vraiment, pour être honnête, j'ai vraiment eu ce truc-là pendant 10 minutes, j'étais au fond du trou. Et après, en fait, j'ai eu toutes mes pensées positives que j'ai depuis les championnats du monde, depuis que je suis avec Esté, que déjà de 1, ça aurait pu être moi. Et qu'il me fasse le ménisque, c'est pas pareil. Monsieur Esté, forcément, lui, il va être out pendant un petit moment. La médaille est là, on a passé un super moment, on a vaincu au championnat du monde. C'est beau. Et en fait, je relativise comme ça, tout le temps, jusqu'à me dire, c'est bon, et après tu montes sur le podium, tu as la médaille. Et ça fait partie de notre légende. Avant le championnat du monde, on a le truc des médias et tout, et puis on dit que c'est nous, voilà, il y a un moment, on nous connaissait plus pour nos célébrations que pour notre niveau de ping. On se battait avec les frangins pour les célébrations. On se blesse en faisant une célébration. C'est notre légende. Voilà, quoi. On se souviendra, quoi. Toi, tu voulais juste être être dans les 1000 Français. Exactement, je vais retrouver avoir une médaille. Quoi. Et puis c'est peut-être que le début. Peut-être, j'espère. Mais et cette médaille, elle a tout changé. Elle n'a pas changé ma vie, mais elle change toute ma carrière, elle change tout. Tu dis, on prend une médaille 28 ans après, quoi. C'est Éloi Chila, quoi, ou Éloi Gatien, je ne sais plus, qui ont une médaille. Et après, moi, tu as Birocho qui m'envoie un message. Ils m'envoient tous un message. Bienvenue dans le club très fermé, quoi. Et là, je regarde. On est quoi? On est 5 ou 6 en France, dans l'histoire du ping en France, à avoir une médaille au championnat du monde. Et tu as Bourrasso et d'or. Et là, tu te dis, mais comment je peux être énervé qu'il soit fait le ménisque et tout? Non, c'est bon, je suis dans l'histoire. Ouais, c'est clair. Et moi, c'est ça que je trouve beau aussi. C'est que tu vois, tu parlais de ton année de KD1 où tu fais 19, 18 et je ne sais pas combien d'années plus tard, tu finis avec une médaille au championnat du monde. En fait,
tu peux pas savoir ce qui t'attend je sais pas. dans la vie. Je sais pas, il n'y a pas de règle. C'est pour ça que mettre un joueur plus Baxter quand tu es entraîneur ou quand tu es quelqu'un d'autre, tu sais pas. Déjà, tu sais pas ce que le mec il vit. Tu sais pas, ça se trouve, il a des grands problèmes dans sa vie. Ça se trouve, en fait, c'est juste il est pas au bon endroit. Il y a plein de paramètres comme ça. Et moi, voilà, j'ai vécu plein de moments comme ça. Et c'est vrai quand tu réalises à la fin que, voilà, encore aujourd'hui, hein, tu as la médaille avec tout ce que tu as vécu. En fait, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment la médaille du peuple. Vraiment, ça fait rire tout le monde. Et même moi, quand je le dis, ça me fait rire parce que, en fait, c'est la médaille de, déjà, tous ceux qui m'ont critiqué. Merci de m'avoir critiqué. Tous ceux qui ont cru en moi, avec tous les personnes avec qui je suis passé. Moi, j'ai vraiment passé toutes les étapes une par une. Je ne me suis jamais retrouvé à un endroit où je ne devais pas être. J'ai validé ça, j'ai tout validé jusqu'à arriver à un moment à la médaille. Donc, c'est pour ça que c'est la médaille de. Je ne suis pas forcément très talentueux, c'est la médaille d'un mec qui est passionné, qui s'entraîne, qui ne sait pas où il va, mais il s'entraîne, il s'entoure de bonnes personnes, il fait confiance aux bonnes personnes, il y va, et puis ça le mène à une médaille. C'est pour ça que je dis que c'est la médaille de tout le monde, parce que tout le monde est capable de l'avoir. En fait, pour moi, d'avoir montré… Tout le monde n'est peut-être pas capable de l'avoir. Non, mais en tout cas, oui, dans le sens où voilà. tu n'as pas besoin de brider les gens. Voilà, exactement. Tu n'as pas besoin d'être né avec une main de feu de Dieu et un physique hors norme pour avoir une médaille, quoi. C'est pour ça que quand j'avais dit ça, je pensais comme ça. Et après, c'est marrant, c'est ce truc qui est resté. Ouais, forcément, tu t'es charrié. Voilà, forcément. Forcément. Non, mais l'histoire est belle en tout cas. Ouais. Par rapport à vos célébrations, pareil, tu disais, vous êtes connus aussi pour vos célébrations. Comment c'est né et puis comment vous dites, vas-y, telle célébration, vous les préparez vraiment? On les prépare 5 minutes avant le match. 5 minutes avant le match? Ouais, parce qu'on ne veut pas que ce soit quelque chose qui impacte la perf déjà, impacte les matchs. Parce que pour nous, le plus important, c'est de gagner. Hein. Célébrer, c'est bien, mais le plus important, c'est de gagner. Hein. Donc, on prépare et en fait, c'était un peu fade, quoi. Il manquait un truc dans le ping. Putain, mais il faut vibrer, quoi. Tu es devant la caméra, tu veux vibrer, quoi. Et bon, et en fait, on a eu ce truc, on faisait des célébrations à l'entraînement, hein, ça vient de là aussi. Hein. On commence à célébrer à l'entraînement et pourquoi pas célébrer en match. On a commencé à faire des trucs, des danses, des machins. On a fait un saut de mouton. On a tout fait. Vous faites du gros gipping là pour le coup. Ouais, voilà. C'est lui peut-être des recopier, mais on a fait plein de trucs. On voulait démocratiser un peu cette image du sport. Et ça a été la folie. Moi, je trouve ça bien parce que ça donne un peu un côté spectacle. C'est vrai qu'il manque un peu au ping où c'est très point par point. De temps en temps, c'est service, remise faute. Ça manque un peu de ce côté. Ouais, fait vibrer, quoi. Et moi, pour ça, j'étais vraiment dans ça, ce qui m'a plu, quoi. Ce qui m'a plu, sauf que maintenant, les gens attendent trop nos célébrations. Donc, à un moment, et moi, j'en ai vu plein penser à la célébration et perdre le match. Alors qu'à la base, il faut gagner le match. Donc, une bonne célébration ne se prépare pas? Non. Justement, une bonne célébration, c'est naturel. Alors, tu vas me dire que le fusion, il n'était pas préparé? Alors, on a répété un peu avant. On répétait un peu s'il y avait les pas à bien faire et tout. On s'est dit, bon, si on gagne, on fait ça. Mais lui, il s'est fait à l'échauffement. Donc, tu sais, on est arrivé, je sais pas, 2h30 avant le match, on s'échauffe, on fait nos étirements et tout. Et là, on était devant le miroir. Moi, j'avais une autre idée. Je ne sais plus ce que c'était, mais j'avais une autre idée. Et Sté, il me fait, putain, j'ai pensé à ça, la fusion, ça peut être dingue et tout. Et je dis, oui, c'est fou, mais il faut répéter. La fusion au Japon, c'est légendaire. Et du coup, après, on croise plein de petits ramasseurs, des ramasseurs de balles, des petits japonais qui étaient là. Ils venaient nous voir, ils disaient le truc comme ça et tout. Et après, quand je suis rentré en France, il y a plein de petits qui sont venus, la fusion et tout. Donc ça marquait vraiment les jeunes, quoi. Et celle-là, elle était folle. Elle était dingue. Et donc, c'est naturel. Mais une petite préparation. Pour parler un peu plus de ton actualité et du futur aussi, tu as repris la compétition en parlant des doubles avec Esteban. Vous avez déjà gagné deux compètes en WTT. Est-ce que tu sens que ça revient vraiment là en double? Je crois que vous avez fait une première compète où vous vous êtes fait sortir assez rapidement. Ouais, on fait une première compète où on perd en quart sur un Star Contender. Et après, on a enchaîné demi-finale de Grand Smash, victoire en Contender, victoire en Feeder. Victoire en Feeder, victoire en Contender. Donc, pour une reprise, pas trop mal, même très bien. Ça revient, les automatismes reviennent. Et moi, pendant tout ce temps-là, j'ai progressé.
aussi, mon niveau en simple, il a progressé. Donc forcément, c'est encore mieux qu'avant. Et Sté, lui, Jazz, il faut qu'il revienne à son meilleur niveau aussi. Là, tu penses qu'actuellement, il n'est pas encore revenu Non, à je son pense meilleur pas niveau? encore. Là. Il revient bien. Déjà physiquement et tout, il revient très bien. Mais je pense qu'il n'est pas encore revenu à son niveau qu'il avait eu au championnat du monde. Je pense, après, voilà. Mais en tout cas, ouais, en double, on a eu cette connexion et c'est trop bien. Et tous ces automatismes, ils se sont remis et c'est trop bien. J'imagine que les JO 2028, c'est votre objectif. Est-ce qu'il y a un plan d'entraînement? Comment vous allez un peu gérer toute cette préparation Bah, le truc, c'est qu'en fait, on va devoir se préparer avec nos concurrents directs. C'est Alexis et Félix. En fait, il n'y a qu'une place au JO en double. Il n'y a qu'une place? Eh oui. Ah d'accord, je pensais qu'il y en avait deux. Non, il y en a 2 en double mixte. Il peut y en avoir 2. Donc, au final, ça va être quelque chose qui va être quand même déjà de base très compliqué. Il faut qu'on surperforme, parce qu'il faut passer devant Alexis et Félix. Ouais. Hein. Donc, pour l'instant, on n'en a pas encore parlé. Là, on focus sur les championnats d'Europe au mois d'octobre, là en 2026. Et après, pareil, il y aura les championnats du monde en 2027, on espère. Et surtout, ils ont créé la Coupe du monde de double. Donc voilà, il va y avoir plein de compétitions, même si on ne fait pas les JO. Il va y avoir des grosses compètes, quoi. Une Coupe du monde, ça va être la folie. Championnat d'Europe, championnat du monde. Et c'est vrai qu'ils ont créé cette Coupe du Monde. Ouais, Coupe du monde de double. Clairement, ils ont créé une compétition pour vous. Merci. Ouais, c'est dingue. Trop bien. Ouais, refait. Et pareil, combien de paires qualifiées pour. Ça, on ne sait pas encore. Ah, vous savez. Ouais, on ne sait pas. J'espère au moins 2. Mais on ne sait pas, c'est pas. Tu penses que ça va pousser aussi plus de paires à se former, à jouer le jeu Bien sûr. aussi? Et Ouais. bien sûr. Bah oui, bien sûr. Déjà, là, les doubles, ça commence à prendre du. Là, cette année, c'est sûr que les doubles au championnat de France, il va y avoir un vrai niveau, quoi. Ouais. Il va y avoir des belles paires qui vont être formées, il va y avoir un bon niveau. Parce que, forcément, les frangins ont montré, nous, on a montré. Et ok, ah ouais, mais on peut avoir une médaille, on peut avoir des belles médailles, quoi, en double. Donc, ça donne l'espoir aussi un peu à tout le monde. Vous avez un peu ouvert la voie. Ouais, on a cassé les codes aussi avec l'équipe de France et on a ouvert une certaine voie, ouais. Ouais, c'est sûr. Donc du coup, ouais, pour répondre, ouais, la prépa, pour l'instant, on n'en a pas encore trop parlé, mais c'est vrai qu'il faudra se poser un moment et vraiment discuter, savoir comment ça se passe. Mais ouais, le but, à un moment, va falloir au pire, leur faire peur, quoi. Ouais, Parce que même eux, ça va les faire progresser eux aussi. bien sûr. D'un point de vue individuel, j'imagine que tu le disais tout à l'heure, mais tu penses en tout cas ne pas être encore à ton pic de ta carrière. Est-ce que tu as des objectifs? Est-ce que tu aimerais intégrer l'équipe de France qui est en même temps, tu n'es pas si loin, mais il y a quand même des joueurs devant? C'est quoi tes objectifs en simple? En fait, moi, c'est un peu, c'est pareil. En fait, là, j'ai la vision un peu sur mon jeu ou comment je veux être. Mais voilà, là, je suis rentré dans le top 100. La prochaine étape, c'est rentrer dans le top 50. Moi, j'aimerais. Voilà, après, j'aime pas non plus parler de classement parce que lors d'aujourd'hui, le top 100 mondial, il y a un an, et le top 100 mondial d'aujourd'hui, il est beaucoup plus fort aussi. Donc, faut progresser. Même là, si je progresse, je suis un meilleur joueur, je progresse. Ça se trouve, j'ai baissé au classement parce que. Qu'est-ce qui fait que c'est plus fort? Le niveau technique est plus fort. Ah, Il y a plus de joueurs qui jouent les tournois. Il y a plus de concurrence. Ça se développe, quoi. Donc, il y a plus de moyens aussi. Donc, les gens payent plus pour faire les tournois. D'accord. Donc, forcément, ouais, le rêve, c'est d'être en équipe de France en double, en simple. Ça, c'est vraiment le rêve. Ouais, de fou. Et c'est vraiment le rêve parce que lors d'aujourd'hui, c'est minimum top 20 mondial pour être en équipe de France. Donc, pour l'instant, je ne suis pas encore capable de jouer top 20. Mais par contre, j'ai pour objectif d'y être dans quelques années. Donc, voilà, mon rêve, moi, ultime, c'est l'équipe de France en simple. Pour l'instant, voilà, je travaille pour essayer d'y arriver. Ouais. Et si j'y arrive pas, j'y arrive pas et c'est pas grave, quoi. Ouais, bien sûr, après, dans tous les cas, tu as toujours le championnat pro. Ouais, exactement. Ouais, histoire de essayer de performer en pro. Moi, ça me tient quand même beaucoup à cœur de rester en France et de jouer en France parce que j'aime bien ce public français et vibrer avec un club qui me tient à cœur. Donc, forcément, ça, c'est des objectifs. Peut-être être un peu plus secondaire sur mon point perso, mais qui sont quand même. C'est là où tu passes du bon temps. Tu es en équipe, tu es avec le banc, tu es avec un club, tu as plein de bénévoles qui sont là, qui font tout pour que le match se passe bien. Donc, tu passes des super moments. Ouais. Parce que c'est vrai que le championnat, d'un point de vue spectateur, on dirait que pour moi, il n'a pas vraiment de valeur. Mais parce qu'aussi, c'est pas aussi médiatisé que toutes les compétitions internationales, etc. C'est quoi ton point de vue par rapport au championnat? Ouais. Non, je suis d'accord qu'en termes de com et de comment c'est valorisé, c'est pas bon. Mais en tout cas, moi, j'adore ces moments.
J'adore passer du temps avec mes coéquipiers, avec le club, surtout quand je joue à domicile. Et puis en plus, c'est un club qui n'est pas très loin de chez mes parents, donc je revois ma famille. Moi, c'est un truc que j'adore et puis le système est sympa. Donc moi, je me régale. En fait, je me régale à jouer. C'est sûr que comparé à un tournoi et tout, il y a peut-être moins d'importance, mais au final, pour moi, non. Mais c'est vrai que d'un point de vue spectateur, je peux comprendre. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, tu allumes YouTube, c'est facile. Tu as toutes les compètes WTT, tu as des réels, tu as machin. En pro, il n'y a pas trop de com. Donc, des fois, tu ne sais même pas qu'il y a une soirée de pro, quoi. Donc, c'est ça qui est un peu dommage. Souvent en semaine aussi. Et en plus, c'est en semaine. Donc, mais ouais, moi, j'adore. C'est là, je me régale trop. Puis, j'ai super bien joué cette année, quoi. J'ai fait Tu as des très bons résultats. Ouais. des très, très bons résultats. J'ai fait plein de perfs et tout. C'était une super année pour moi. Ouais, même là, récemment encore, c'était peut-être il y a 1 ou 2 mois, tu bats Aruna, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai battu un peu plus longtemps. J'ai battu en début d'année. Ah, c'était début d'année. Mais ouais, j'ai réussi à avoir 14 victoires en Pro A. C'est fou, quoi. C'est dingue. C'est là aussi que ça a montré que j'ai bien progressé aussi cette année. C'est ton plus gros pourcentage de victoires jusqu'ici? Ouais, l'année dernière, j'ai eu 7 victoires. Ok. Et là, 14 cette année. Ouais, donc incroyable. Trop bien. Ouais. Et là, en plus, vous finissez, je crois, 5e. 5e. Vous étiez ex aequo avec Montpellier. Ex aequo en points, ex aequo en 7. Et il fallait compter les points. Ça s'est joué au point entre nos 2 rencontres. Et on perd de 3 points. Oh. Pour la 4e place, pour les playoffs. C'est dur. Un peu deg, mais bon. Quand tu vois toute la saison, il y a eu 18 rencontres. Ça joue à rien, quoi. Ouais, c'est clair. C'est pas... Fait du temps pour m'entraîner, quoi. On arrive à la fin de cette interview. Qu'est-ce que déjà on peut te souhaiter pour du coup la suite de ta carrière Non, une bonne performance au championnat d'Europe et surtout toujours du feu en moi, de la passion. Moi, c'est ça ce qu'il faut. Moi, je veux être en bonne santé d'abord et après pouvoir performer. Donc ouais, des bons résultats, mais surtout que du kiff, quoi. Moi, j'ai besoin qu'on me donne du kiff et j'essaie d'en redonner, quoi. C'est surtout ça. Je vois justement que tu prends même le speaker et tout sur tes matchs de pro. J'adore ça. Tu te régales. Vraiment faire le show, quoi. C'est pour ça aussi que j'ai renommé Bourra Show. C'est vrai que tu l'as sur ton t-shirt. Ouais, il sponsorise. Non, j'adore ça en fait. Je prends le micro, je chante, on danse, je fais les chalalas. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien, j'ai un peu en moi et qui me permet aussi de décontracter, quoi. Ouais. Mais t'es extraverti de base ou au contraire t'es plutôt introverti de base, quand j'avais 18 ans, non. Mais après, depuis que j'ai 20 ans, j'ai commencé petit à petit à le devenir. Et alors d'aujourd'hui, je suis quand même je suis assez extraverti, où je parle beaucoup, assez sociable, etc. Je m'ouvre à beaucoup d'options, opportunités, quoi. Okay. C'est quand même en moi. Ouais. C'est pas non plus un rôle que je joue, quoi. C'est le Bourra Show. Ouais. Ok, écoute, merci. Franchement, c'était un kiff de faire ce podcast. On a la dernière question qu'on pose toujours en fin d'interview. Qui est-ce que tu verrais à ta place pour réaliser un petit podcast avec nous? Il y en a, il y en a des bons clients. Je verrai qui. Je vais pas aller au plus simple. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas réfléchi. Je sais que vous posez cette question, j'ai pas réfléchi. C'est pas grave, t'as le temps. Celui qui a beaucoup d'anecdotes, c'est Bruno Parietti, quoi. Bruno Parietti? Je pourrais bien le voir ici, ouais. Ok. Ouais. Tu penses qu'il y a moyen de l'interviewer? Faut voir, faut être un peu fou, hein, parce qu'il est très fou, lui. mais c'est possible, ouais. Ok. Et Bruno Parietti, on t'invite avec plaisir sur Pink Talking. C'est bon, ça. Bon, merci Flo, en tout cas, c'était un kiff. Avec grand plaisir, ouais.